Je pense pas que ce soit le nombre d'années que tu vis qui fait que tu as une longue vie. Je pense que c'est le nombre de souvenirs qui te restent à la fin. Et les souvenirs, ça serait avec les émotions. Du coup, plus tu crées d'émotions fortes, plus tu crées de souvenirs impactants. Charlie Head, ou le jeune mentaliste prodige. À seulement 22 ans, avec plus de 3 millions de followers sur les réseaux sociaux, Charlie manipule l'art de la perception et de la psychologie pour éblouir et éduquer son public. Il explore la puissance du cerveau, offrant des clés pour décupler la mémoire, stimuler la créativité et affiner la perception sociale. Dans cet épisode, Charlie nous dévoile les coulisses de ses performances, avec même une démonstration en direct, tout en partageant son approche et comment il utilise ses connaissances pour transformer la perception du public sur un domaine si mystérieux. Comment tu vois la chose si tu devais me mentaliser? Je te demanderais de penser à une personne que tu connais. Tu vraiment sois honnête si c'est pas ça, mais pour moi, le pote auquel tu penses, il s'appelle... Mais attends, mais c'est pas possible. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, je reçois un invité qui va lire en nous, peut-être même lire en vous, je ne sais pas. Charlie Head, comment tu vas? Très très bien, et toi? Magnifique, très content que tu sois ici. Et très content d'être là, merci de l'invitation. Eh ben écoute, c'est grand plaisir. J'avoue que je suis un petit peu troublé dans le sens où on en a parlé avant et tu as déjà commencé à lire en moi et m'identifier. Tu es mentaliste, tu as seulement 22 ans. Tu es aussi créateur de contenu, influent sur les réseaux sociaux avec plus de 3 millions d'abonnés sur tes différents réseaux, auteur du livre « Hack ton cerveau et celui des autres », un ouvrage où tu abordes la puissance du cerveau, en offrant des méthodes notamment pour améliorer la mémoire, la créativité et la perception sociale. Artiste également, donc avec ton spectacle « Souriez, vous êtes manipulé » que tu présentes dans toute la francophonie. J'ai hâte de pouvoir te partager plein de questions qu'on a préparées. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer, avant de partir sur tes débuts, sur qu'est-ce qui t'a amené au mentalisme et plein d'autres choses, c'est quoi le mentalisme? J'adore cette question et j'adore répondre à cette question en disant que ça n'existe pas, le mentalisme. C'est un peu ce que je dis en vrai au spectacle, parce qu'il n'y a pas de définition officielle. Tu n'as pas de définition claire et précise de ce que c'est, et chaque mentaliste a un peu sa façon de faire. Donc la question c'est, qu'est-ce que c'est le mentalisme d'un point de vue général? Qu'est-ce que la majorité des gens pensent que c'est? Et quelle est la vision du mentaliste que tu as en face, tu vois. Et donc d'un point de vue général, c'est un peu un mix de plein de trucs. Tu as toutes les choses autour du cerveau, en vrai ça va être de l'illusionnisme, de la psychologie, des mathématiques, de la logique, de la mémotechnie. Tu mets tout ça dans le mentalisme, et après le mentaliste il fait un peu ce qu'il veut avec ses techniques. Et moi, ma passion c'est en vrai c'est la psychologie, c'est l'humain, c'est la sociologie, et l'illusionnisme. Et c'est un peu la clé entre tout le monde, l'illusionnisme. C'est un peu, on bluffe les gens, de façon psychologique ou magique, mais on bluffe les gens en vrai quand on est mentaliste. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc c'est d'une certaine façon la capacité à réussir à comprendre l'autre, manipuler l'autre, presque de la persuasion, de la persuasion finalement, utiliser un florilège de petites stratégies et techniques pour pouvoir lire en l'autre. Ouais. En tout cas, c'est donner l'illusion que c'est ce qui se passe, et on donne jamais vraiment les techniques qu'on fait, tu vois. Tu sais jamais comment un mentaliste qui rentre dans ta tête. Ce que tu sais, c'est qu'il vient de trouver ce que tu avais en tête. Tu vois. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce que tu évoques, c'est que lorsque tu veux véhiculer un message, lorsque tu veux vendre, ou même lorsque tu es coach ou consultant, tu ne vas pas utiliser une méthodologie, mais tu vas utiliser un grand nombre d'outils dont tu disposes, que tu maîtrises, pour pouvoir l'appliquer à ton client ou à la personne que tu as face à toi et aboutir au résultat que tu désires. Finalement, le mentalisme, c'est ça. Et chacun, il y a, j'imagine, autant de mentalistes qu'il y a de stratégies pour mentaliser. Ça se dit comme ça? Ouais, ça peut se dire mentaliser. Ouais. Ok, excellent. Dès l'âge de 12 ans, il y a une expérience avec ta sœur qui a éveillé ton intérêt pour le mentalisme, justement. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote et comment est-ce qu'elle a déclenché cette passion chez toi pour comprendre le fonctionnement du cerveau, d'une part, et la psychologie ainsi que l'illusionnisme? Ouais, carrément. En fait, j'étais tout petit, je devais 12 ans à peu près, et ma sœur, elle vient de faire un truc qu'elle a découvert en rentrant de l'école. C'est peut-être un truc que tu as déjà connu et que beaucoup de gens en connaissent. Elle me dit, vas-y, combien ça fait 2 plus 2? Je lui dis 4, elle me dit ok 4 plus 4, 8, plus dur 7 plus 8, là t'es en mode ok 15 je crois. Et elle me dit maintenant pense à un outil et une couleur. Et en fait quand tu fais ça, moi je lui dis ok je l'ai en tête, elle me dit tu penses à marteau rouge. Et là je me dis comment c'est possible. Et en fait ce truc là fonctionne dans l'énorme majorité des cas quand tu laisses pas le temps aux gens de réfléchir. Et tu vois juste avant le podcast je t'ai demandé de penser à une couleur. Et t'as pensé à du rouge. Ouais. Parce qu'en vrai je t'ai pas laissé le temps d'y penser, tu m'as dit rouge. Et si je t'avais peut-être demandé un outil, t'aurais peut-être répondu marteau. En fait ce truc là ça s'appelle un forçage psychologique. Et c'est des réponses un peu automatiques qu'on a tous en tête de base. Quand tu demandes une œuvre d'art, c'est la Joconde. Quand tu vas demander peut-être un chiffre entre 1 et 10, ça va être 7. Et après, tu peux aller dans les trucs plus poussés que des petits tests comme ça, mais ça, c'est des forçages psychologiques. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mentalisme. Et du coup, j'en testais plein quand j'étais petit. J'allais voir tout le monde. Ah, écoute, pense à un chiffre entre 1 et 10, pense à un légume, une carotte. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est la porte d'entrée. Ouais. Derrière cette porte d'entrée et ce truc qui te stimule visiblement, c'est quoi qui te stimule? T'as l'impression d'être
sorte de magicien ou d'avoir un super pouvoir, de lire en l'autre? C'est quoi le truc qui te stimule le plus et qui crée ce déclic finalement de j'ai envie de faire ça? Et moi, c'est que je suis très timide de base. En Ok. fait, je rougissais, je rougis encore très facilement quand je suis stressé ou quand il y a une situation qui me stresse. Et le mentalisme, en fait, ça permet d'avoir de créer un lien très facile avec les gens. Ah, je peux deviner ce que tu as en tête, viens, on fait un jeu. Et du coup, ça crée une excuse valable pour jouer avec les gens. Ok. Et les excuses valables, c'est hyper pratique pour interagir, en vrai. Et du coup, moi, ce truc-là, c'est un peu la porte d'entrée à je découvre le mentalisme et je deviens moins timide parce que j'interagis de plus en plus facilement avec les gens. Et ça m'a beaucoup aidé pour ça. Et après, quand tu développes d'autres expériences de mentalisme, tu deviens encore plus à l'aise et tu comprends aussi les ressorts des interactions sociales. Tu comprends comment l'humain fonctionne, les biais cognitifs, tu sais un peu mieux gérer tes relations humaines en fait avec le mentalisme. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a été utile. Finalement, donc, ça t'a aidé à t'intégrer dans la société, à prendre ta place et à pouvoir interagir mieux avec les autres. Ouais, je pense que j'ai trouvé un truc qui me passionne et qui crée une espèce d'identité facilement identifiable. Alors qu'en vrai, ça veut tout et rien dire. On a vu, c'est juste tous les trucs qui me passionnent que j'ai mis dans le mentalisme. Et je me sers de l'étiquette pour dire, je suis ça et venez, on interagit. Après cette révélation, tu continues à te documenter, à t'entraîner, et malgré des débuts qui sont assez compliqués, on peut en parler, comment est-ce que tu as maintenu cette motivation pour surmonter toutes les difficultés et développer ses compétences au point de maîtriser la chose autant que tu le maîtrises aujourd'hui? Je te pose cette question sous deux aspects, deux temps finalement. Ouais. Le premier, c'est parce que j'aimerais avoir la réponse liée à des anecdotes par rapport à ton parcours. Mais le deuxième, c'est parce que c'est aussi le quotidien de la plupart des gens peut-être qui nous écoutent, qui sont aspirants entrepreneurs ou qui ont une passion, une envie, des ambitions, peu importe, et qui malheureusement, face à des difficultés, vont pas se donner la chance de persévérer, avoir peut-être le courage ou la flamme, appelons ça comme on veut, pour pouvoir aller outre les obstacles que la vie nous réserve et atteindre ses objectifs. Ouais, hyper intéressant. Moi, de base, je suis passionné de mentalisme. Et quand j'arrive vers la fin du lycée, tu vois, je kiffe ça, mais je me dis, vu que j'ai une passion, c'est le mentalisme, je vais faire un truc logique que tous les gens qui ont une passion font. Je vais faire une école d'ingénieur. Tu vois, ça me paraît être une bonne idée. Et donc, je pars en école d'ingénieur, ce qui n'a rien à voir avec le mentalisme, à part peut-être l'aspect logique. Et je kiffe pas trop l'école d'ingé. J'y reste 1 an et demi, 2 ans. Et au bout des 2 ans, j'ai un gros dilemme. En fait, il y a le Covid qui tombe à ce moment-là. Et je me dis, soit je continue la voie de l'ingénieur, qui est une voie qui me plaît pas trop, mais il y a un truc quand même assez sécurisé. En vrai, tu finis avec un diplôme d'ingé, tu sais que tu as un vrai salaire. En plus, j'avais un prêt étudiant de 25 000 sur le dos, donc j'étais en mode, est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter maintenant? Et à côté, j'ai la voie de la passion, mais il y a ce truc de pas certain que ça va fonctionner. Tu sais pas non plus si tu vas rembourser ton prêt, tu sais pas si tes parents vont kiffer. Et c'est ce dilemme, en vrai, je pense que beaucoup de gens vivent ce dilemme-là, d'arrêter sa passion, continuer ses études. Et au début, je me suis dit, je vais continuer mes études, tu vois. Et j'étais vraiment parti là-dedans. J'ai commencé un peu à faire des vidéos, en vrai, sur TikTok aussi, parce que je pouvais plus sortir dehors, puisqu'il y avait le Covid. Et ça a un peu pris de côté. Donc j'avais un peu le double truc de, je prends un peu d'abonnés sur les réseaux, mais avec 100 000 abonnés sur TikTok, tu fais rien, en vrai. Surtout à ce moment-là. Et à côté, j'avais l'école d'ingé, j'avais un pote à moi qui s'appelle Alexis, et qui lui aussi voulait arrêter, en vrai. L'école d'ingé, il savait pas non plus, il avait une autre passion, copywriter. Et en vrai, il m'a dit, mec, viens, on fait un truc. On jette un boulet dans le vide. En fait, on se dit, mec, on arrête de travailler. On va pas arrêter nous-mêmes parce qu'on n'arrivera pas à arrêter. Juste, on arrête de travailler sur l'école d'ingé, on donne tout sur les études, sur le mentalisme, sur notre passion. Lui, c'était le copywriting, du coup. Et on a fait un peu une stratégie un peu bancale de se dire, on arrête de taffer, on n'aura plus le niveau pour continuer, on va juste se faire tège. Et en attendant, on va faire ce qu'on kiffe et faire plein de vidéos, faire plein de choses autour de ce sujet-là. Et pendant, en vrai, 2-3 mois, on se levait à 6h tous les matins pour faire de 6h à 20h toute la journée des vidéos. Je me renseignais sur le mentalisme, on taffait sur ça. Et puis, on est arrivé à un stade où on a fait un peu les partiels de l'école d'ingé. On a tout foiré. Alors que de base, je suis un très bon élève. Je suis un bon élève du lycée, j'ai fait une école d'ingé, tout ça. Et les profs m'ont clairement dit, soit tu arrêtes maintenant. Mon prof principal, je me souviens qu'il vient me voir, il me dit, soit tu arrêtes maintenant les cours et tu auras l'embarras, soit tu termines l'année et tu as l'embarras du choix. Et quand il me dit cette phrase, je lui ai clairement dit, je vais prendre l'embarras, tu vois. Et je suis parti. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on n'a plus le choix d'y aller. Et en vrai, quand tu relativises, tu te dis, au pire du pire, je reprends des études dans 1 an, ou je travaille dans un truc qui me plaît pas trop au début. En fait, t'as toujours une stratégie de backup, c'est ce qui nous a un peu rassurés. Et donc, avec mon pote, on s'est un peu lancé à 2, on a fait une coloc au début, on est parti taffer comme des fous sur notre passion, et ça s'est plutôt bien passé jusqu'à maintenant. Donc, c'est à ce moment-là, finalement, que tu as le déclic qui fait que tu te dis, je vais vouer ma vie, en fait, tenter ma chance
pour pouvoir potentiellement entreprendre ma passion. Parce que là, aujourd'hui, on parle d'une passion dans le début de cet échange, mais finalement, c'est devenu ton métier. Carrément. Tu fais du spectacle, bientôt tu sors un bouquin, tu es très présent sur les plateformes, sur les réseaux, tu es suivi par des millions de personnes, tu es reconnu comme étant un expert dans ce domaine. Passionné plus, mais ouais, carrément. On peut le dire aussi que justement, il y a beaucoup de gens qui t'accordent ce crédit d'expert ou de personne qui a la maîtrise de ce sujet. Vous êtes 3, 4 personnes à être très présentes. Victor Vincent, Fabien Olicard, que tu connais très bien, on en parlera tout à l'heure. Et toi aujourd'hui, notamment pour toute cette jeune génération, même hier encore, on en parlait dans le studio, on disait ton prénom, tout de suite, ça fait tilt auprès de certaines personnes. Donc c'est vraiment chouette. Et outre ce déclic finalement qui fait que tu te dis, OK, avec ton ami, je vais choisir l'embarras finalement et oser me lancer. Quel est l'élément déclencheur qui fait que tu oses te faire confiance, qui fait que tu oses aller de l'avant et qui fait que tu oses finalement aller un petit peu à l'encontre de tout ce que la société nous recommande de faire, c'est-à-dire de bonnes études, rester dans une case et puis continuer à avancer parce que tu fais ce choix relativement jeune aussi pour finalement en arriver là où tu en es aujourd'hui. Je pense que la plus grosse réflexion que j'ai sur ma vie, j'aime bien penser, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'aime bien penser à la mort, et parce que je trouve que c'est assez sain de réfléchir, c'est un truc qu'on va tous expérimenter à un moment donné. Et quand tu réfléchis au dernier moment de ta vie, si je me dis, c'est un peu cliché, mais si je me dis vraiment, à ce moment-là, j'ai pas envie de me dire, mec, à 19 ans, t'aurais pu arrêter tes études et tenter un truc, peut-être foirer, mais t'aurais pu faire ça, parce qu'au final, tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant, ça t'aurait au même résultat qui est que tu vas mourir, tu vois. Et en vrai, ça met en perspective de ouf. Et te dire, en fait, teste des trucs et quitte ton école d'ingé pour faire ce que tu kiffes. Et si ça passe pas, fais autre chose. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment rater. Tu sais, il y a un peu un biais de se dire, biais du survivant, de se dire, ouais, mais là, on observe que les gens qui ont réussi et tous ceux qui ont raté, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Et j'ai pas l'impression que tu puisses rater, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que tu puisses rater tant que tu n'arrêtes pas d'essayer. Tu vois ? Parce qu'en fait, peut-être que tu vas avoir ce qu'on appelle un échec, mais c'est pas rater un échec. Tu vois ? C'est juste un truc qui va te faire avancer vers une autre direction ou continuer dans celle qui te plaît. Mais tant que tu t'arrêtes pas, t'as pas échoué. T'as pas vraiment échoué officiellement pour de bon. Donc tu peux pas rater, à mon avis. Et c'est ceux qui s'arrêtent trop tôt qui vont juste faire un truc qui leur plaît pas après. J'ai l'impression. Après, peut-être que je suis biaisé aussi parce que ça fonctionne bien ce que je fais, tu vois. Mais... Non, c'est drôle. T'es pas le premier à dire exactement cette phrase. Okay. Tu peux pas rater tant que t'as pas arrêté d'essayer. Comment réagit ta famille au moment où justement tu leur dis, je vais mettre les études de côté, je me fais confiance, j'ai envie de me donner les chances de potentiellement vivre de ma passion? Il y a déjà mes parents, ma mère qui m'a toujours dit fais un truc qui te plaît. En vrai, on s'en fiche de ce que c'est, tant que ça te plaît, tant que ça te passionne, vas-y. Et là, elle l'a mis en application. Donc là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Mon père qui s'en foutait un peu, en vrai. Il est un peu là, mais il est un peu dans son truc aussi. Il est très concentré sur son pro aussi. Et c'est pas qu'il s'en foutait, mais qu'il était un peu détaché. Il m'a dit tu veux faire ça, vas-y, c'est cool. Donc en vrai, il m'a pas mis de frein et ça, c'est génial. Et puis après, t'as beaucoup de gens un peu plus éloignés de ta famille qui, eux, te disent par contre, gars, t'as quitté une école d'ingénieur pour faire des TikTok, vraiment. Et là, t'as un peu moins de soutien. Mais quand ça marche, c'est le cliché de trucs qui arrivent de « Ah, mais maintenant, on a toujours cru en toi ». Il y a vraiment ce cliché-là que j'ai expérimenté. Donc du côté de ma famille, ça s'est un peu passé comme ça. Et du côté de mes potes, anciens potes du lycée, collège, etc., il y a vraiment eu un switch de les gars, Charlie, il a pété un plomb. Il fait des TikTok, il a arrêté ses études alors que c'était le meilleur élève. Et puis maintenant, j'en ai recroisé certains qui sont en mode mec, on est trop fiers de toi, c'est trop cool. Donc tu as toujours un switch au début qui est galère où les gens ne croient pas forcément en toi. Ce qui est normal parce que dans leur réalité, dans leur prisme, toute leur vie, ils font un truc qui n'est pas ce que tu as fait, tu vois. Et ils n'ont pas pris les risques que tu as pris ou ils n'ont pas osé faire ce truc-là. Ou alors ils font un truc qui les passionne mais dans une voie beaucoup plus sûre. Donc moi, je comprends que dans leur prisme, ce soit un délire de faire ce que j'ai fait, tu vois. Et qu'après, quand tu côtoies d'autres gens, en vrai, dans ton style ou même plein d'autres entrepreneurs, je me dis, j'ai pas pris le plus de risques, tu vois, en vrai. Et il y a beaucoup de gens qui peut-être nous écoutent qui sont exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de dualité interne et ils se disent, est-ce que j'ose me lancer et je me fais confiance et je brûle les bateaux pour pouvoir m'offrir pleinement la chance de potentiellement réussir, parce qu'on le sait, si tu fais les choses à moitié, il y a peu de probabilité que tu réussisses réellement, et où je reste dans ma situation actuelle, même si j'ai conscience qu'elle ne va pas m'apporter pleine satisfaction, peut-être même frustration à long terme. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est comme ça, qu'elle soit jeune ou moins jeune, finalement, qu'elle soit face à cette dualité liée à ses études ou face à cette dualité liée à son job qui peut-être la stimule plus du tout? Moi, je reste convaincu que je préfère galérer dans un truc que je kiffe qu'être stable dans un truc que je kiffe pas. Je pars vraiment de ce principe-là. Et ça va un peu dans tout ce que je fais dans ma vie. J'aime bien viser le long terme.
Et du coup, je suis un peu un cliché entrepreneurial, mais je vais prendre des douches froides, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'actions qui me font galérer court terme pour qu'au long terme, je kiffe, en vrai. Parce que je suis certain que tout ce que tu fais au court terme, qui va te faire un peu galérer, qui va te challenger, ça va te faire progresser long terme. C'est très cliché, mais ça fonctionne vraiment, même d'un point de vue du cerveau, de dopamine, etc. C'est comme ça que ça fonctionne pour avoir une baseline plus stable, pour être en meilleure santé émotionnelle et mentale, etc. Donc, je mets tout en place pour me faciliter. Je fais des petites passes décisives avant moi du futur. Tu parles déjà de comment fonctionne le cerveau, du coup, ça me permet de rebondir sur un sujet. C'est que depuis ton plus jeune âge, on l'a évoqué tout à l'heure, tu es passionné par le fonctionnement humain, le fonctionnement du cerveau. Est-ce que tu as une situation, une anecdote qui fait que tu as utilisé, entre guillemets, ta compréhension de l'autre, de l'humain et du cerveau pour finalement arriver à tes fins? Alors, j'en ai deux. Tu peux me dire celle que tu préfères. La première, c'est je l'ai utilisée pour faire un spectacle devant 400 personnes sans jamais monter sur scène. Ok. Sans jamais être monté sur scène avant. J'ai utilisé un espèce de biais pour mettre en action et faciliter ce passage-là. Et puis la deuxième, peut-être un peu moins intéressante, mais je l'ai utilisée pour créer pas mal de potes, parce que j'avais pas de potes au début. Et pas de façon manipulatrice et de façon bizarre, tu vois, juste vraiment de comprendre comment ça fonctionne pour améliorer mes interactions et créer des vrais potes. Parce qu'au début, j'avais pas trop de potes quand j'étais lycée, etc. Ouais. Si je dois vraiment en choisir une, Ouais. je choisirais la deuxième. Ok. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ont cette incapacité à créer des interactions sociales. Donc, tu prends l'exemple des potes, mais moi, le premier, lorsque j'étais plus jeune, j'étais aussi quelqu'un de timide, introverti. Je n'avais pas vraiment un cercle social, ni même des amis. Mais maintenant, si je le transpose à la dimension plus entrepreneuriale des choses, qui est mon quotidien, je sais à quel point le réseau, c'est la clé. Et si je devais choisir entre être en capacité de monter sur scène, être un bon conférencier et passer outre justement ces peurs, ces craintes ou ces barrières à l'entrée liées à ça, ou avoir la capacité de créer des interactions sociales de qualité pour pouvoir développer mon réseau, mon business ou juste mon cercle social, je choisirais la deuxième. Carrément. Ben, partons sur la deuxième. Moi, je suis à la fin du lycée, ou même au début du lycée, en vrai, j'ai du mal à me faire des potes parce que je suis très timide, en vrai. Et ça va un peu mieux au lycée, mais j'ai beaucoup de mal à créer une interaction correcte. Et je me renseigne beaucoup sur le cerveau à ce moment-là. Et là, j'ai découvert vraiment deux choses qui m'ont vraiment aidé avec la timidité. Et ça m'a vraiment débarrassé de ce truc-là. Même si j'ai toujours des petits ressorts de timidité, mais ça fluidifie tout. Et la première, c'est l'échauffement social. Quand tu interagis avec les gens, ton cerveau, il a besoin de s'échauffer socialement avant. C'est comme avoir une séance de sport. Tu as besoin de t'échauffer au niveau du corps. Là, c'est pareil pour ton cerveau. Et ça se fait très facilement. Tu peux dire bonjour aux gens que tu croises. Si tu es plus à l'aise, tu demandes leur prénom. Tu peux discuter avec eux. Par exemple, pour le podcast, avant de venir, j'étais un peu stressé, en vrai. Parce que le podcast, il y a toujours un exercice intéressant de venir. Et j'ai discuté avec tous les gens. Je sais pas si tu as vu ça, mais je parlais vraiment avec tous ceux qui étaient là, avec la maquilleuse aussi, qui est très sympa d'ailleurs. Et ce truc-là, ça te met vraiment dans un élan de tu crées des vraies interactions, mais surtout, ça échauffe ton cerveau. Et ça te permet de rentrer plus facilement en état de flow. Par contre, on pourra développer sur l'état de flow, mais c'est l'idée d'être très concentré dans une tâche et d'optimiser toutes tes connexions neuronales pour cette tâche-là. Donc ça, c'est l'échauffement social, c'est la première. Et la deuxième, c'est d'avoir une excuse valable. En fait, quand tu interagis avec les gens, si tu as une excuse valable, c'est beaucoup plus simple. On en a parlé un petit peu avant. Et c'est pour ça que les gens qui travaillent dans des associations, en fait, c'est très simple pour eux d'interagir. Parce que tu passes ta journée à t'échauffer socialement, tu discutes avec les gens, tu te prends des recals, mais tu discutes, t'interagis. Et tu as une excuse hyper valable, c'est je travaille pour la bonne cause, en vrai. Et du coup, c'est très simple pour eux d'interagir. Et donc, des excuses valables, ça peut être très facile. Quand j'étais petit, c'était le jeu. Mais quand tu grandis, ça peut juste être. Tu as besoin d'une question en rapport avec le cours, en rapport avec le contexte, bref, peu importe. Tu prends le contexte et tu trouves une excuse qui te paraît valable. Et ça permet de faciliter tout ça. Complètement. Il y a un sujet aussi qui est autour du mentalisme. Ouais. Si on rentre un petit peu dans le sujet qu'on creuse, tu parles notamment de l'état de flow, ça c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est peut-être pas lié directement au mentalisme, mais c'est vraiment de la compréhension du cerveau humain. Et la plupart des entrepreneurs d'ailleurs parlent de l'état de flow. Carrément. Donc on en parlera, c'est très bien que tu l'évoques. Avec plaisir, je te le dis. Le mentalisme, c'est souvent mal compris. Ouais. Et au quotidien, justement, avec tes TikTok, tes vidéos, ta présence en ligne, tu t'efforces à faire le nécessaire pour pouvoir le démocratiser un maximum, le faire comprendre en y mettant des illustrations, en y mettant de la compréhension. La vraie question, c'est quelle est la véritable nature, finalement, du mentalisme pour pouvoir maîtriser le cerveau humain parce qu'à la base, c'est ça, c'est comprendre les mécanismes liés au cerveau humain et pouvoir le mettre en place. Donc, quelle est la véritable nature ? Tu veux dire quoi par là ? Développe un tout petit peu. C'est-à-dire, en gros, si tu veux, l'utilisation concrète et correcte des fonctionnalités du cerveau qui va permettre d'appliquer le mentalisme dans le concret. Ok. Donc, en mentalisme, nous, on se passionne pour tout ce qui touche à la psycho, au cerveau, aux neurosciences, etc. Pour créer de l'enrobage, pour créer aussi de la compréhension de l'autre.
Et en fait, le travail du mentaliste, que ce soit dans les shows à la télé, que ce soit sur scène, que ce soit en discussion comme là, que ce soit peu importe dans la vie de tous les jours quand tu utilises le mentalisme, c'est pas tellement de bluffer, parce que ça, un magicien, par exemple, il peut le faire, mais c'est vraiment tout ce qui est en dessous. Et c'est là que ça va t'intéresser, c'est toutes les petites informations que tu peux avoir autour de ça, c'est toute la façon de créer du lien avec les gens. Et donc, on va s'intéresser au non-verbal pour comprendre la position des gens. Tu vois, tout à l'heure, depuis le début, on est synchronisé, on est positionné de la même façon. Ouais. Et ça crée un lien plus rapide avec l'autre, parce que c'est un processus qu'on fait naturellement de base. On marche en même temps avec le même rythme, etc. Et moi, je l'ai un petit peu accéléré pour créer du lien plus vite dans le podcast. Et ça, c'est une technique en vrai qui est bienveillante. Le but, c'est qu'on soit encore plus à l'aise avec l'autre. Et tu as plein de techniques que tu peux utiliser comme ça. Et puis, tu en as de non-verbal, tu as des techniques d'influence. Tu vas avoir des techniques de mémorisation, se rappeler des prénoms, ou toujours demander le prénom, par exemple. Là, c'est des techniques très basiques. Mais tout ça, c'est le rôle du mentaliste, en tout cas en action, pour créer du lien, pour divertir, pour faire en sorte que les gens l'apprécient plus, parce que ça facilite aussi. Et puis, même en négociation, c'est les mêmes techniques, en vrai, que tu utilises. Tu vas te synchroniser à l'autre, tu vas demander son prénom, tu vas avoir tendance à faire une écoute active pour montrer à l'autre que tu l'écoutes et que tu le comprends. C'est des techniques, en vrai, de profiler qu'on pourrait aussi relier. Et ça, c'est de l'enrobage. C'est pas l'illusionnisme, c'est pas comme ça qu'on trouve un prénom. Mais c'est ce qui nous permet de vraiment créer le truc du mentaliste et de s'en servir dans la vie de tous les jours de façon bienveillante. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, justement, il y a un truc assez drôle, c'est que tout à l'heure, lorsqu'on est sorti du plateau, on s'est vu, on s'est salué et autres, et quelqu'un t'a dit « Ah, t'aurais dû deviner mon prénom, justement ». Et il y a cette sorte de fantasme presque autour du mentalisme, autour de tout ça, qui fait qu'on a le sentiment que vous pouvez tout deviner, vous pouvez lire en nous instantanément, et on n'a pas encore ouvert la bouche, que tu sais exactement qui je suis, où je suis né, quel âge j'ai et quels sont mes biais. Finalement, est-ce que c'est du talent, entre guillemets, et c'est presque inné, tu nais avec ça, ou c'est une compétence qu'on peut développer? Je pense que beaucoup de gens se posent la question. Ouais, Tu as indirectement répondu à la chose aussi avec ton parcours que tu as évoqué tout à l'heure, mais finalement, est-ce que avec les bonnes stratégies, les bonnes méthodologies, tout le monde peut y arriver, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'inné au fond? C'est clairement pas un don. Tu vois, j'ai pas de don et moi, je suis juste un mec normal qui fait des trucs anormaux. En vrai. Et du coup, tout le monde peut faire ce que je fais. Si tu avais mes techniques, tu pourrais aussi réussir à rentrer dans la tête des gens. Et d'ailleurs, on explique beaucoup de techniques. Dans mon premier livre, c'est vraiment un récap de tout ce que j'aurais aimé connaître en commençant le mentalisme. Tu peux trouver des prénoms, des signes astrologiques, ce genre de choses. Et on peut vraiment tout faire. On peut vraiment faire comme ce que font les mentalistes sans aucun don, parce qu'on n'a pas de don. En fait, nous, on est un peu les médiums rationnels. Tu vois. Il y a des médiums qui vont peut-être utiliser parfois des techniques un peu similaires aux nôtres et le présenter d'une façon médium. Et nous, on va vraiment sur un truc très rationnel et c'est des techniques. C'est un peu comme quelqu'un qui est très bon au piano. Tu as des gens qui vont mettre 6 mois à devenir très très bon et c'est très peu. Il y a des gens qui vont mettre 4 ans avant de jouer les mêmes morceaux que quelqu'un qui prend 6 mois. Mais tout le monde peut faire du piano. C'est un peu la même idée. Et est-ce qu'il y a une part d'intuition ou c'est vraiment que du pragmatisme? Mais pour moi, l'intuition, c'est du pragmatisme. Okay. En vrai, pour moi, l'intuition, c'est vraiment ton cerveau qui procède des informations en continu depuis le début de notre vie. Et avec nos expériences, il emmagasine tout ça. Et à la fin, elle devient précise parce que quand il a vu 2000 fois une personne faire un vrai sourire, le jour où il y a un faux sourire, il va le détecter, il va se dire c'est pas le même que d'habitude, je ne sens pas cette personne. Tu vois. Okay. Et en fait, tu as tellement process d'informations depuis ta vie et plus tu fais attention, plus ça se développe, que tu as une bonne intuition. Et des fois, elle va quand même se tromper aussi, forcément. Donc pour moi, l'intuition, c'est rationnel. Et je m'en sers aussi en mentalisme. Des fois, tu te dis, cette personne me fait penser, je sais pas, à des profils que je connais qui font du dessin. Tu fais du dessin, oui, incroyable. Ou non, et je me suis trompé, mais j'enchaîne sur autre chose. Et pour moi, l'intuition, du coup, c'est ça. Et je m'en sers énormément, ouais, carrément. Ok. Et ça, c'est hyper intéressant que tu me dises, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose de rationnel. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais nous partager qui permettraient, comme tu le disais tout à l'heure, le non-verbal ou autre, de réussir à mieux comprendre l'autre? C'est-à-dire que ce soit en vente, que ce soit en prospection, que ce soit lorsque tu rencontres quelqu'un, tu as cette envie finalement de te dire « Ok, j'ai envie de savoir si elle me raconte des bobards, j'ai envie de savoir si c'est une personne avec qui je peux créer un lien d'amitié, j'ai envie de savoir si je peux lui faire confiance, j'ai envie de savoir si elle n'est pas en train de me rouler ou autre. » Et ça peut être utile dans la vie perso comme dans la vie professionnelle. Il y a deux choses. Déjà, tu as le côté mensonge. Ça, c'est hyper intéressant de savoir quand une personne te ment ou pas. Tu peux jamais être sûr à 100%. Il n'y a pas de technique qui déterminera un mensonge à 100%. Par contre, tu as ce qu'on appelle la baseline. Donc, c'est le comportement des gens dans un environnement quand ils sont normaux, on va dire. Donc, par exemple, quand je suis arrivé tout à l'heure, que tu étais assis à table, etc., tu étais normal. Et là, c'est ta baseline. C'est comme ça que tu fonctionnes. Tu es naturellement un sourire assez bienveillant, mais tu restes aussi, tu n'es pas extravagant, tu vas pas faire des grands gestes, tu vas pas non plus rire très très fort, mais tu es posé aussi, tu es quand même là, tu es quand même assez, on va dire, charismatique, donc tu es présent. Il y a ce truc-là, et c'est ta baseline. Et si j'avais encore plus de temps, je pourrais encore plus aller en profondeur sur ça.
Et quand tu vas changer ça, par exemple, si je vois que tu commences à beaucoup moins me regarder dans les yeux alors que tu le fais habituellement, ou que tu vas beaucoup plus déglutir, ou avoir beaucoup de parasites, toi, tu n'as pas beaucoup de gestes manipulatoires, tu vois. Tu vas très être stable, posé et sans bouger. Et si tu commences à augmenter ça, par exemple, changement sur ta baseline, ça ne veut pas dire que tu mens, mais ça veut dire qu'il y a un truc qui te dérange. Hmm. Tu es soit en stress, soit il y a une situation que tu stresses peut-être parce que tu mens, ou alors tu stresses parce que tu as peur qu'on pense que tu mens. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être la raison pour laquelle tu fais ça. Par contre, j'observe un changement, et après, c'est à moi de déduire pourquoi. Ok. Et ça, c'est la meilleure astuce pour détecter un mensonge, ou en tout cas détecter un changement dans la baseline, c'est vraiment le truc numéro 1 en non-verbal, tu vois. Donc, ce que tu évoques ici, c'est que finalement, tu ne peux analyser cette situation que si, en amont, tu as le contexte de la baseline. Carrément. Parce qu'il y a des gens qui vont naturellement avoir beaucoup envie de se toucher, avoir envie de bouger, Ouais. etc. Et qui vont, quand ils vont mentir, être très neutres et se contrôler. Et puis inversement, tu as des gens qui sont très neutres et ils vont beaucoup se toucher quand ils vont mentir. Donc, il faut un élément de comparaison. Exactement. C'est toujours par rapport à la personne. Ok, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que justement, grâce à ces compétences, on peut utiliser pour mieux comprendre l'autre? Je te donne un contexte Vas-y. simple. Imaginons, je suis un prestataire de service ou je suis en train de vouloir vendre mon produit. Et là, j'ai mon prospect ou un client qui va être un prospect à ce moment-là pour potentiellement acheter un autre produit chez moi, qui va émettre une objection. Est-ce que grâce à des techniques liées à la compréhension du cerveau, à la compréhension de l'humain, on pourrait presque dire du mentalisme effectivement, mais c'est assez global et général, Ouais, bien sûr. outre des questions de type est-ce que c'est ça vraiment l'objection et si ça n'existait plus, est-ce qu'il y aurait vraiment le problème, qui sont plus des questions d'ordre de vente finalement, il y a d'autres choses qu'on pourrait utiliser pour savoir si la personne elle n'est pas en train de, pas dire nous mentir, mais peut-être même se mentir à elle-même. Parce que très souvent, on fait face à des gens qui ne sont pas en train de volontairement nous mentir ou nous nuire, mais qui vont inconsciemment se mentir à eux-mêmes ou en tout cas déformer peut-être la réalité pour se protéger ou par méconnaissance ou par incompétence ou peu importe. Pour moi, il y a encore deux choses là, dans ce que tu dis. La première, c'est à nous d'instaurer, en tout cas un côté mentaliste, mais même quand tu fais du marketing ou quand tu veux closer des clients, à toi d'instaurer un climat assez de confiance, assez poussé, pour que la personne n'ait pas de doute sur ça et que tu saches, il y a 90% sûr que ces objections, elles seront vraiment dues au fait qu'il a un doute sur l'objection qu'il propose, tu vois. Et la deuxième chose, c'est ce que dit Neil deGrasse Tyson, je ne sais pas si tu connais ce scientifique aux États-Unis, Non. qui est passionnant. Et lui, il est vraiment axé sur l'idée de, que ce soit dans le marketing pour vendre des choses ou peu importe ce que tu fais dans la vie, quand tu fais un cours, etc., anticiper. Quand tu fais des passages télé, il anticipe toutes les questions possibles qu'on pourrait lui poser. Après, il les mémorise. Donc ça, c'est un peu côté mentaliste. En vrai, on kiffe mémoriser des choses. Et quand tu mémorises toutes ces choses-là et que tu as toutes les informations et les réponses adéquates aux questions qu'on pourrait potentiellement te poser, instantanément, en fait, ça débloque toute la situation. Parce que si tu as le climat de confiance, tu sais que son objection, elle est vraie. Et si tu as la réponse à son objection avant même qu'il la pose, tu as déjà un petit peu gagné, en vrai, tu vois. Donc moi, c'est ce que j'adapterai et je m'en sers aussi en spectacle parce que j'ai beaucoup de questions après le spectacle qui reviennent souvent, qui sont souvent les mêmes parce que quand tu vois du mentalisme pour la première fois, c'est souvent les mêmes questions qui te reviennent. Et j'ai déjà toutes les réponses prévues à ces questions-là de façon argumentée et intéressante, j'espère, pour, entre guillemets, convaincre les gens ou en tout cas les satisfaire dans leurs questions, tu vois. Très clair. Tu parles de mémorisation. Ouais. La mémorisation, c'est quelque chose de fascinant parce que ça vient tout de suite toucher le fonctionnement de son cerveau. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, vont te dire « Non, moi, je suis mauvais à l'école, j'arrive pas à mémoriser, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. » Quelles sont les techniques de mémorisation que tu pourrais partager et qui pourraient être appliquées par ceux qui nous écoutent directement après cet épisode? Ouais, carrément. La plus simple, c'est vraiment d'associer des choses avec des choses que tu veux mémoriser. En vrai, tu associes des images avec ça. Okay. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est avec des chiffres. En vrai, des chiffres de 1 à 10. Tu peux retenir des numéros de téléphone à la volée en 2 secondes. Le plus simple, vraiment, pour démarrer, c'est d'associer tous les chiffres de 0 à 9 à des images. Donc, par exemple, un 0, tu peux imaginer un seau. Parce que quand tu regardes un seau de face, ça fait un 0. Un 1, ça peut être, je sais pas, un bâton, tu vois. Ça fait un peu comme un bâton. Un 2, ça peut être un signe. Ça ressemble à un signe. Bref, tu fais ce qu'on appelle une table de rappel de 0 à 9. Et puis après ça, tu vas associer toutes ces images que tu connaîtras par cœur avec des chiffres de 0 à 9 entre elles. Donc, par exemple, si tu me dis que ton numéro de téléphone, c'est 06 85, pour moi, le 8, c'est du feu. Et le 5, c'est un lilas, tu vois, la plante. Du coup, j'imagine du lilas en feu, ou j'imagine plutôt une boule de feu qui va sur du lilas, comme ça, j'ai l'ordre. Et donc là, j'ai directement, en une image, 2 chiffres, tu vois. Et moi, j'imagine juste ça, j'imagine du feu qui vient brûler du lilas, ok, 85. Et en fait, j'ai fait aucun effort mental parce que notre cerveau, il visualise très très bien. On est très bon en visualisation, et les chiffres, c'est un peu abstrait, donc c'est pas facile à retenir. Et quand tu as ça de façon automatique, tu me donnes ton numéro à la volée, je le retiens en 5 secondes, tu vois. Et en fait, ça, c'est très puissant. Et quand tu vas aller encore plus loin, moi, j'ai fait ça de 00 jusqu'à 99, ce qui fait qu'en fait, je retiens 2 chiffres en une image. Par exemple, moi, 85, c'est un phare breton. Donc, tu m'aurais dit 85, j'imagine un phare. J'ai déjà 2 numéros en une seule image, même plus d'association.
Et après, ça peut aller très très loin. Tu me donnes je sais pas, 25, je te dis que c'est un M. Et donc j'imagine, moi j'ai 3 mots. Attends, ça va aller encore très très loin peut-être. Là, j'ai beaucoup de choses en tête. Mais en bref, pour simplifier, associer des images aux chiffres, Ok. très utile. Et puis tu peux aussi du coup retenir une liste de courses en inversant ce processus, puisque tu sais qu'un 0 c'est un saut, et qu'un 9, pour moi, je sais pas, ça peut être un 9, tu vois. Ça ressemble pareil. Tu peux mettre des objets de course, par exemple, ta liste de courses, dans ces images-là. Donc, dans ton seau, je vais imaginer peut-être des bananes, tu vois. À côté de mon bâton, je vais imaginer qu'il y a un bâton qui bat des pommes, et du coup, je retiens des pommes. Mon signe, il va être enroulé de PQ, donc j'imagine que c'est du papier toilette que je dois acheter. Et du coup, quand tu vas te réimaginer toutes les images de 0 à 9, tu vas retenir tes 9 ingrédients. Et donc, avec un système, tu as déjà 2 techniques pour mémoriser. Et je pense que ça, c'est le plus efficace au début. Ok. Et après, si tu vas aller encore plus loin, tu as d'autres techniques, mais ça, c'est déjà la base. Ok. Je te rappelle. Si tu devais en citer une de plus. Une de plus, ça serait soit le PAO, donc c'est la table de rappel, mais version boostée. Ok. Personnage, action, objet. En fait, tu fais ce que je fais de 00 jusqu'à 99, mais au lieu d'associer un seul élément, tu vas en associer 3. Un personnage, une action, un objet. Donc par exemple, moi, le 1, donc 01, ça va être un bâton qui se casse sur un rocher. Donc le personnage, c'est le bâton, l'action, c'est se casser, et le rocher, ça va être l'objet. Et en fait, quand je vais vouloir associer des chiffres de 2 par 2 ensemble, je vais prendre le personnage du premier chiffre, donc 85, c'était le phare, je vais imaginer le phare, avec le 25 qui était un M. En fait, moi, c'est un Chinois qui construit un M. C'est pas très bon, voilà, c'est juste dans ma tête. Et donc, j'imagine un phare qui est en train de se faire construire, parce que je sais que construire, c'est 25. Et après, je vais prendre une dernière image, je sais pas, 12, pour moi, c'est un taureau qui trouve un train. Et j'imagine un train, du coup, qui va rentrer dans ce phare qui est en train de se faire construire par. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, tu as l'image, un phare en construction qui se fait rentrer dessus par un train. Et instantanément, j'ai tout ce que je viens de dire avec le 85, le 25 et le taureau, le 12. Très clair. Durant toutes ces années, tu as appris plein de choses de ce type-là, Ouais. que ce soit pour la mémorisation, pour la compréhension du cerveau des autres, mais aussi le tien. Est-ce qu'il y a un élément que tu pourrais nous partager ici, que tu appliques pratiquement dans ton quotidien et qui, à limite, était comme une sorte de, je ne vais pas dire un hack, mais presque, tu vois, un petit peu comme le code dans GTA, tu vois. Ouais, À partir de ce moment-là, tu te sens code de triche. différent et tu te dis, ouais, j'ai un hack pour la vie, j'ai un truc qui me permet de tricher un petit peu dans la vie et qui est applicable directement dans son quotidien. Ah, intéressant. Le plus gros trick que je pourrais avoir, c'est de deviner des prénoms ou de deviner des signes astrologiques ou ce genre de choses, en fait, parce que tu peux deviner un peu n'importe quoi quand tu sais faire ça. Mais je pourrais pas t'expliquer comment je fais là, parce que on va pas spoiler comment font les mentalistes, et puis en plus, ça demande un process quand même intéressant. Du coup, un truc peut-être que même les gens pourraient utiliser après le podcast, qui serait un peu intéressant. Je pense que ce serait une autre technique de mémorisation que j'ai pas pensé quand tu me les as demandé, mais c'est le palais mental, qui est très connu en vrai, mais que j'utilise vraiment quotidiennement, pour le coup encore plus que le PAO. C'est d'imaginer en fait les pièces que tu connais dans ta tête. Tu imagines des lieux que tu connais. Par exemple, ça peut être ton studio, ça peut être ta maison d'enfance, etc. Et tu t'imagines que tu déposes des pièces. Tu choisis les pièces précisément de cette maison, donc ta cuisine, ta salle de bain, etc. Et dans ces pièces-là, tu vas choisir d'y mettre des choses. Et ça peut être vraiment ce que tu veux. Et encore une fois, c'est une façon d'utiliser la mémoire qui est très puissante. Et je m'en sers pour retenir des numéros de téléphone à la volée, des prénoms, des attributs de personnes. Des fois, tu sais, as des petits détails. Tu entends une personne qui lâche qu'elle a 25 ans, ou tu entends une personne qui dit qu'elle habite à tel endroit. Si jamais tu veux le retenir pour la bluffer, par exemple, plus tard, tu le mets dans ton palais mental. Et ça, vraiment, c'est très fort. Et ça m'a été utile, par exemple, pendant le bac d'histoire. J'ai clairement triché légalement au bac d'histoire, tu vois, en apprenant toutes les dates, en mettant tout dans mon palais mental de tous mes cours d'histoire. Ça m'a pas pris beaucoup plus de temps que si tu révises la leçon. Sauf qu'à la fin d'année, j'avais littéralement toute l'année d'histoire dans ma tête, dans un petit palais mental. Un énorme palais mental. Et pendant le bac, je me baladais dans ma tête en me disant, ah, c'était la Chine, donc là, c'est le grand bond en avant, il saute avec une liane, ah, il y a C68. Et en fait, je repassais tout le cours comme ça et j'ai clairement eu 19 grâce au palais mental, tu vois. Donc c'est utile même pour les étudiants, ça peut être utile. Application concrète du coup du palais mental dans tes examens. Notamment. Tu parlais avant de l'état de flow. Ouais. Ça peut être intéressant justement de creuser un peu le sujet et d'exprimer comment se mettre dans un état de flow une fois qu'on l'a compris. Ouais. Moi, je me base beaucoup sur les travaux de Mielai, Csikszentmihalyi. Je sais pas si tu vois, c'est un peu le créateur de l'état de flow, en vrai. C'est un psychologue hongrois. Et lui, il a déterminé un process en 7 étapes pour rentrer en état de flow. Moi, je l'ai réduit en 3 étapes. Parce que déjà, c'est plus facile à mémoriser, parce que je ne me souviens pas souvent des 7 étapes. Et puis en plus, c'est plus facile à comprendre, en vrai. Et les 3 étapes, c'est simple pour rentrer en état de flow. La première, c'est l'attention. En fait, il faut porter son attention sur la chose dans laquelle tu veux rentrer en état de flow. Si tu ne mets pas ton attention, tu n'auras pas ta concentration. Ça va avec. C'est vraiment l'attention. La deuxième, ça va être les ruptures de pattern. En fait, plus tu vas faire des ruptures de pattern, donc plus tu vas casser le chemin classique que tu as en tête. Pour schématiser, par exemple, si d'un coup, je sais pas, j'enlève mon t-shirt et devant toi comme ça, c'est une rupture de pattern qui est cassée. J'ai aucun intérêt à faire ça à l'interview, tu t'attendais pas à ce que je fasse ça, et ça va te déconcentrer de l'interview.
Par contre, si jamais je te fais une rupture de pattern en lien avec l'interview, donc par exemple, si je te dis banane et que je te parle, là, ça marche pas parce que je te préviens. Mais si je te l'avais glissé dans une phrase, tu te serais dit pourquoi il a dit banane. Et tu te serais beaucoup plus concentré sur ce que j'allais raconter parce que tu te dis, il faut que je comprenne le sens de ça, qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Et là, ça t'aurait concentré encore plus rapidement. Et tu peux faire des ruptures de pattern assez faciles dans ton taf, quand tu lis des choses, quand tu fais des choses. Quand tu interagis avec les gens, ça peut être en demandant, en posant des questions. Tu peux pas anticiper la réponse des gens. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, essayer de faire des ruptures de pattern en lien avec ce que tu as en tête pour te concentrer encore plus. Et puis, la dernière, ça va être d'oxygéner ton cerveau. Donc, tu peux le faire en faisant une petite séance de sport avant de démarrer, ou tu peux le faire en prenant des vraies pauses toutes les X de temps. En général, 50 minutes pour la vue, c'est le plus adapté. Et ces 3 éléments-là vont te permettre de te concentrer parce que ça oxygène ton cerveau et ça va te permettre de se refocus quand tu vas vouloir te remettre sur la tâche. Donc, tu mets ton attention. Donc, pour se mettre ton attention aussi, tu te concentres sur la tâche que tu fais. Et plus tu as un angle de vue réduit. C'est pour ça que des fois, les gens entrepreneurs, ils aiment bien mettre des casquettes ou des capuches. En vrai, ça réduit ton champ de vision, un peu comme les chevaux. Et ta vision, plus elle va être concentrée, et plus tu vas être concentré. Parce que ça se base vraiment sur ton regard, ta concentration. Mais le désavantage, c'est que ça force sur tes yeux. Et en moyenne, toutes les 50 minutes, il faut faire une pause pour éviter de trop forcer sur ses yeux. Ça, c'était plus un conseil d'Andrew Huberman. Mais voilà, moi, j'utilise tous ces trucs-là. C'est les 3 choses que j'utilise pour essayer de me mettre en état de flow rapidement. Et voilà, tu as les infos comme ça. Concernant l'oxygénation, tu parles de sport. Ouais. Est-ce qu'on pourrait aussi parler de cohérence cardiaque ? Carrément. Ouais. Sport, cohérence cardiaque, tout ce qui va être respiration aussi, ça permet vraiment de hacker ton système nerveux. Expiration longue de préférence, comme ça va vraiment ralentir ton rythme cardiaque pendant les pauses. Et il y a un hack aussi qui est très bien pour faire des micro-siestes, même pour se reposer, c'est de monter ses pieds. En fait, il y a un réflexe du corps humain qui fait que quand tu montes tes pieds, ça active des hormones et ça active des hormones de fatigue pour te reposer. Et inversement, quand tu vas avoir un dos plutôt droit et quand tu vas avoir ton regard plutôt porté vers la deuxième partie de la hauteur, donc là on est pas mal, et un peu plus haut aussi au niveau entre ton nez et tes yeux, tu vois, ça va aussi augmenter ta concentration. Donc tu peux baisser ton regard si tu veux te déconcentrer et monter tes jambes, et quand tu veux te focus, avoir un écran peut-être surélevé, c'est pas mal. Ça, c'est des petites infos, c'est des petits hacks que j'aime utiliser, tu vois. Bon à savoir. Ouais. En tant que mentaliste, finalement, tu combines psychologie et aussi illusionnisme. Quels sont les différents et principaux fonctionnements cérébraux et biais cognitifs que tu utilises au quotidien ? Tu parlais avant du biais du survivant, tu parles aussi d'autres sujets, ça peut être intéressant. Ah, carrément. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est celui de la vérité par défaut. Ça, je m'en servais, j'ai fait pas mal de vidéos où je m'infile dans des endroits, j'en ai fait 3-4, avec ce biais de vérité par défaut. En fait, tu arrives avec un gilet jaune et une échelle, tu rentres dans un cinéma, puis tu poses l'échelle à l'entrée, et puis tu t'assois, et puis personne va t'arrêter quand tu es dans la salle, puisqu'en fait, ils pensaient que tu venais réparer. Personne va rentrer dans une échelle avec un gilet jaune pour ne pas réparer, tu vois. Et ça, c'est le biais de vérité par défaut. En fait, c'est un peu le biais de plus c'est gros, plus ça passe. Et ça, c'est très utile aussi en mentalisme. Le premier spectacle que j'ai fait, je suis venu en disant que j'étais professionnel, j'étais pas, mais personne va monter sur scène en n'étant pas professionnel devant 400 personnes. Finalement, c'est une application concrète du film Arrête-moi si tu peux. Carrément. Dans la vie, quoi. Ouais, carrément. J'ai beaucoup de potes qui sont bien meilleurs que moi à ça, notamment Théo Audace, je sais pas si tu vois. Bien sûr. Qui fait des très bonnes infiltrations, et lui, il se sert en continu de ça. Okay. C'est excellent. Ouais. Et ça, c'est un biais qui est trop fort, mais pour tout ce que tu veux faire, même dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un, pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais par contre, prétendre ce que tu prétends être vraiment toi-même, mais en étant vraiment, sans ne pas oser, vraiment en assumant ce que t'es, ça fonctionne très bien. Pas plus tard qu'hier, on avait quelqu'un ici face à moi qui m'expliquait justement qu'il allait auprès de patrons de la Silicon Valley avec un bag de lunch en disant justement à l'accueil « J'ai rendez-vous avec votre patron pour le lunch », alors qu'il n'avait pas du tout de rendez-vous et le mec ne connaissait absolument pas. Et du coup, on lui ouvrait la porte et il allait vraiment manger avec le gars alors qu'il n'avait pas du tout rendez-vous, quoi, finalement. C'est typiquement une vérité par défaut. Exactement ça. Ouais. Et ça crée des opportunités concrètes. Carrément, c'est un délire. Ouais, complètement. Tout à fait. On parle aussi de l'importance de l'observation et de la perception dans le mentalisme. D'ailleurs, ça se ressent, tu es très concentré, tu observes déjà différentes choses. Tu sais, quand je suis face à toi, je me sens lu. Comment tu développes et affines ces compétences au quotidien ? J'imagine que c'est quelque chose que tu as développé et l'observation, c'est clé, tout comme l'écoute, quelle que soit d'ailleurs la profession qu'on fait, quel que soit le projet qu'on a, qu'on soit entrepreneur ou pas. À titre personnel, c'est hyper important aussi d'être présent. D'ailleurs, on l'est de moins en moins avec l'attention qui est de plus en plus facilement en train de se balader et en train de partir à gauche, à droite, notamment avec les réseaux sociaux, où elle est de plus en plus courte. Le temps d'attention est entraîné pour être de plus en plus court, d'ailleurs, avec tout ça. Comment on fait pour se recentrer sur un temps d'attention long et un temps d'attention profond ? Et moi, je pense que le meilleur moyen de vraiment écouter quelqu'un, c'est de vraiment l'écouter. Ça paraît un peu bête comme ça, mais c'est quand tu portes vraiment ton attention, c'est ce qu'on disait. Et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé,
Et au début, j'aimais pas ça parce que je trouvais ça un peu inutile, c'est la méditation. Et je me suis dit, j'avais l'impression que c'était un peu un truc ésotérique, spirituel, bullshit, et je me suis dit, ça me sert à rien. Je fais de la cohérence cardiaque, c'est scientifique et ça me suffit. Et en fait, l'avantage numéro 1 que j'ai trouvé à la méditation, en parallèle de la cohérence, c'est 2 choses différentes, c'est vraiment pour l'attention, parce que tu dois juste te concentrer sur ne penser à rien. Et dès que tu as un truc qui te vient en tête, faire l'effort de le voir et de le laisser passer. Ouais. Et des fois, quand tu parles avec quelqu'un, tu as déjà eu, je pense, ce truc de. Tu sens que la personne, elle attend juste que tu termines sa phrase pour dire son truc. C'est être en mode vas-y. Et après, elle te balance ce qu'elle avait en tête depuis le début, elle n'a pas écouté ce que tu as dit dans les 30 dernières secondes. Et ça, c'est parce qu'elle a ce truc-là en tête qu'elle n'a pas laissé passer. Et déjà, parce qu'elle n'a pas le réflexe de le faire, ou pas forcément l'envie. Mais quand tu as conscience de ça et que tu t'entraînes à le faire avec de la méditation, bah plus tu le fais, plus ça crée les circuits neuronaux rapides pour le faire. Et donc, si là, on discute et que j'ai une idée qui me vient, mais que je me dis c'est pas approprié, ou j'ai envie de vraiment écouter ce que tu me demandes, je passe le truc. Et avec la méditation, tu t'entraînes à le faire quotidiennement. Et même, je pense, 5 à 10 minutes, une fois tous les 2 jours, ça peut suffire pour avoir cette idée juste de se dire là, je suis pas concentré, j'ai une autre idée, laisse-la partir, concentre-toi vraiment sur ce que la personne dit. Ou alors, je te dis attends 2 secondes, je note ou je sors mon téléphone et après, je reviens, tu vois. Mais sinon, tu es faussement concentré et je trouve ça vraiment inutile. Tu perds un peu ton temps, quoi. Imaginons si on va plus loin dans la question, tu as face à toi quelqu'un qui, par exemple, a un trouble de l'attention réel, concret et incapacité complète à rester concentré plus de, je te dis une bêtise, 15 minutes sur un sujet. Ça vient hanter mon quotidien tous les jours. Et je te dis, écoute Charlie, j'ai vraiment besoin d'avoir les stratégies ou la stratégie qui me permet d'être davantage concentré en plus des conseils que tu viens de me donner. Alors moi, je suis pas un expert du TDAH ou ce genre de choses, mais je pense, je me dirais que le meilleur moyen, c'est de fonctionner un peu en stratégie du chaos, j'ai envie d'appeler ça. Ce truc de se dire, c'est quoi que tu as envie de faire là maintenant, le truc que tu as le plus envie de faire, et tu vas à fond, tu vois. Et quand tu sens que ça t'épuise, pas forcer, ou alors forcer un tout petit peu pour t'entraîner à aller plus loin, mais sinon vraiment switcher sur autre chose et accepter ce truc de j'ai plein d'envie de faire plein de trucs en même temps, j'ai plein de pensées, je vais au maximum de ce que je peux et puis je switch sur autre chose. Et ça fonctionne vraiment bien, parce que j'ai des potes qui ont un peu ce genre de troubles et qui sont vraiment, notamment un ami, et qui est vraiment comme ça, il change de tâche très régulièrement, il fait plein de trucs différents, et au final, il est très productif dans ses journées, et puis il écoute bien les gens, et il est très attentif sur les moments où il l'est vraiment. Mais il y a un malus à ça, c'est que quand tu es en cours, ou quand tu es peut-être dans une entreprise que tu n'es pas le patron et de le mettre ton temps, tu peux pas forcément faire ça et pas dire au bout de 15 minutes, j'arrête la tâche que tu m'as donnée, je vais faire autre chose. Ça marche pas. Mais je pense que si tu as la possibilité de le faire, c'est une bonne stratégie. Complètement. Des fois, tu fais des expériences, des expérimentations, et tu utilises souvent des techniques de mentalisme pour développer et dévoiler des aspects cachés de certaines personnes, des volontaires. C'est quoi l'anecdote la plus folle où justement tu as vu quelque chose qui s'est révélé chez quelqu'un en appliquant différentes stratégies? J'en ai vu une, et c'est marrant, j'en ai discuté avec Fabien Olicard de ça, parce qu'il lui arrivait un peu la même chose. Et moi, c'est quand je travaillais au tout début dans les restaurants. Je faisais un peu du mentalisme table à table, j'essayais de bluffer les gens dans des pizzerias. Et je vais voir un couple, et je commence à essayer de déduire des choses sur leur vie. Donc ils étaient très contents, très chauds de participer, donc je fais du cold reading, lecture à froid, c'est un peu le truc de Sherlock Holmes, tu sais, je déduis des choses que j'analyse sur eux. Et au bout d'un moment, je dis au mec, vas-y, pense à une personne que t'aimes, et je vais essayer de trouver son prénom. Et là, j'avoue, je m'attendais à ce qu'il pense à sa femme. Et je me suis dit, je l'ai un peu orienté dans ma façon de parler, dans ma façon de l'amener, il va penser à sa femme. Je commence à déduire le prénom, et je trouve un truc, je change les prénoms, mais en gros, je trouve Marion, tu vois. Et lui, il me dit un prénom du style Isabelle. Et je sais que je peux pas me foirer autant, tu vois. Je sais que j'ai des techniques qui fait que je suis sûr que je peux pas me foirer d'autant de prénoms. Je peux pas me rater le nombre de syllabes, pas rater le nombre de lettres. Il y a plein de choses que je sais qui fait que j'ai pas raté à ce moment-là. Et là, il me dit Isabelle, je le regarde et je suis en mode ok, alors moi, j'ai pas ça, j'ai Marion. Et là, je vois la réaction de sa femme. Je vois sa réaction. Le gars commence un petit peu à s'énerver. Et je me dis, il n'y a aucune raison qu'il s'énerve à ce moment-là. Donc moi, j'annule tout. Je lui dis, en fait, je me suis trompé. Putain, désolé, c'était Isabelle et pas Marion. Et j'abandonne et je m'en vais très vite. Mais rétrospectivement, le fait que le mec se soit vénère, le fait que sa femme ait fait une tête très bizarre et le fait que je sois sûr de ne pas avoir autant pu rater, je crois que je venais de trouver un truc pas ouf dans leur couple. T'as créé un problème là. Et je me suis barré avec la pire soirée, gars. Et c'était marrant, un souvenir. Et Fabien a vécu un truc un peu pareil. Je crois que lui, c'était sur scène, donc c'est encore pire. Ah ouais. Mais c'est le truc le plus chelou qui m'est arrivé. Où je me suis dit, je suis allé trop loin dans la déduction à ce moment-là. J'aurais mieux fait de rater complètement et de le dire. Et c'était marrant. Avant qu'on organise cet échange, justement, Océane m'a dit que tu voulais nous faire une démonstration, ou tout du moins, elle a invité à faire une démonstration. Carrément. Comment tu vois la chose si tu devais me mentaliser? Alors, écoute, je te demanderais de penser à une personne que tu connais, une personne que tu aimes bien, que tu as en tête. Ça peut vraiment être n'importe qui, il faut juste que tu l'aies en tête. Super. Et l'idée, ça serait 2 choses. Déjà, ça serait que tu l'imagines peut-être devant toi, ou tu préfères l'imaginer.
Ici, c'est bien. Ouais. Ouais, tu visualises la personne et vas-y, regarde-la comme si elle était là. Ok. Tu oublies que je suis là et tu te concentres comme si tu avais un battle de regard avec cette personne. Et ce qui est intéressant là, c'est que tu vois, t'as pas du tout baissé le regard, même au début avant que je te parle du battle de regard. Et ça, en général, ça veut dire que c'est un homme. Quand tu fixes droit, et là tu confirmes le petit sourire en coin, ça veut dire que tu confirmes, c'est très cool. Et du coup, tu peux même rester poker face tout le long de l'expérience. Ok. Donc maintenant, tu vas imaginer que tu regardes encore cette personne, un homme qui a probablement plus ou moins ton âge et qui est pote à toi. Je pense que c'est un pote à toi. C'est pas ton père, non, c'est un pote à toi. Ouais, ok. Et tu vas imaginer que tu cries son prénom dans ta tête. Ok. Vraiment, tu cries très très fort. Ok, tu peux t'arrêter. Et là, il y a eu deux choses. Déjà, un tout petit mouvement au niveau de ta main, un rythme un peu binaire. Donc, c'est qu'il y a à peu près 2 syllabes. Et tu as aussi contracté les lèvres. Et ça veut dire qu'il y a une syllabe labiale, comme un P, un B ou un M à l'intérieur. Et tu confirmes sur le M. Ah ouais, ok. Et une dernière chose, est-ce que tu aurais l'étymologie dans ta tête de ce prénom? Tu me le donnes pas, juste si tu as globalement la signification. Tu l'as? Ok. Alors, j'ai envie que tu penses à l'étymologie et juste t'imagines, par exemple, si ça veut dire soleil, tu imagines un soleil. Si c'est un truc plus irrationnel, tu imagines vraiment ça. Et là, c'est intéressant. Parce qu'il y a eu 2 choses. T'as pas trop bougé, t'as pas non plus regardé partout, donc c'est pas un truc visuel. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai une notion de confiance. Je saurais pas dire pourquoi, mais ça te parle. Ok. Ok. Et alors, moi, je pense que du coup, c'est un bon pote à toi. Alec, tu me dis si c'est pas ça. Tu vraiment sois honnête si c'est pas ça, mais pour moi, le pote auquel tu penses, il s'appelle Amine. C'est ça? C'est ça. On est bon, incroyable. Incroyable. Cool. Mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, ok. Et je sais même pas quoi te dire, mais comment tu fais? Alors vas-y, cut la caméra. Le secret, c'est. Ouais. Non, en vrai, il y a plein de techniques, tu vois. Ouais. T'as observé, je t'ai expliqué en même temps comment j'ai fait. Mais par exemple, tu vois, l'étymologie, pour que les gens aient le contexte, ils peuvent taper sur Internet, hein, c'est quelqu'un de sûr. Ok. Et Ok, d'où le confiant, je comprenais pas. tu vois, et du coup, c'est juste dingue. Rien que le fait que je le regarde, tu saches que c'est un homme, qu'il y a un M, enfin, c'est incroyable. C'est trop bien. C'était En fait, pas préparé, hein, c'était pas du tout préparé. En fait, t'as plein d'informations comme ça. C'est ça qui est cool. C'est que quand je t'observe, je déduis plein de choses rapidement et Ouais. je te dis comment je déduis ça. Ouais. Et parfois, je peux me tromper aussi. Et quand je me trompe, je vois que tu réagis mal. Par contre, c'est impossible je me rends compte, c'est impossible limite de retenir le fait que tu viens de spotter le truc et que j'ai envie de. Carrément. C'est ça qui est génial aussi, c'est parce que là, il y a un petit jeu entre nous, on s'entend Ouais. bien et on rigole bien. Et du coup, t'as pas envie non plus de bloquer le truc. Et quand je trouve, tu dis, ah, le bâtard. Ok. Et du coup, moi, ça m'avantage aussi, c'est trop cool. Et il y a des gens qui restent très poker face, c'est un peu plus galère, mais ça se fait aussi. Pourtant, quand il s'agit de l'être, hein, je sais être très sérieux. Et et ça se carré. voit. Je sais pas si Mais- tu fais du poker. Non, heureusement, j'en ai fait 1 ou 2 fois. Ok. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui est champion du monde de poker, enfin qui était champion du Ok, monde de stylé. poker et qui en a formé quelques-uns. Ouais. Mais effectivement, c'est pas un jeu auquel je joue beaucoup parce que je perdrais beaucoup d'argent, je pense. Il y a une part de hasard aussi. Ouais. Mais ouais, non, mais par contre, t'as une bonne capacité à te retenir, ça se sent. Mais en vrai, face à un mentaliste, tu peux pas trop réellement te retenir, surtout quand c'est du divertissement, parce que tu sais jamais les méthodes qu'il utilise. Ouais. En fait, je peux utiliser plein de méthodes et des choses que tu vas même pas soupçonner, que tu pourrais pas contrôler, mais que je pourrais pas utiliser en dehors du cadre de te bluffer. Ouais. Imaginons demain, justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis, le fait qu'on ne peut pas ou difficilement se retenir face à un mentaliste. Tu sais, à cette fameuse notion, lorsque tu fais de l'hypnose, alors je sais que c'est 2 choses différentes, Ouais. hein, mais j'ai reçu aussi des hypnotiseurs sur le déclic. Quand tu fais de l'hypnose, tu peux pas forcément faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne voudrait pas faire initialement. Tu vois, tu peux pas lui Ouais. faire nuire clairement à quelqu'un ou mettre sa vie en danger. À un moment donné, ça va décrocher. En tout cas, c'est ce que j'en connais, ce que j'en sais. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai un pote hypnotiseur qui dit justement que ça, c'est ce que les hypnotiseurs disent, Ah, et qu'en fait, tu peux. Et c'est ça qui est un peu flippant, mais c'est important de le dire. En je vrai, vais rester alors dans le contrôle et jamais me laisser Vas-y. faire hypnotiser. Bah, en vrai, c'est un exemple très rapide, c'est que Ouais. si jamais tu dis à quelqu'un sous hypnose, il y a du vide devant la personne, tu vois, tu lui dis vas-y, cours et saute, elle le fera pas. Par contre, si tu lui dis, imagine que c'est une énorme plaine hyper belle et que tu as envie de courir dessus, peut-être que son cerveau il va se dire ah ouais, c'est une plaine, et elle y va, tu vois. Tu sais pas à quel degré tu peux faire croire que le changement de réalité à la personne. C'est plus ça. Et du coup, c'est intéressant de savoir ça parce que tout hypnotiseur n'est pas bon à accepter, tu vois. Ok. C'est intéressant d'avoir l'info. Tu sais que je reste bloqué sur le Amine que t'as. J'adore. mais du coup, ok, donc je suis d'accord avec ça, c'est intéressant. Et ma question, c'est, est-ce que dans ton cas, si par exemple tu voudrais, enfin moi la première des choses que je me dis, c'est, waouh, en fait c'est tellement important de comprendre l'autre quand tu entreprends, quand tu vends quelque chose, et même tu as une intention réelle, tu vois, de faire bien les choses, ou ne serait-ce que dans le privé. Moi, le nombre de fois où je vais dire des choses avec aucun tact, avec aucune empathie, alors que j'aime vraiment la personne face à moi et je veux tout sauf la blesser,
c'est assez dingue. Et je me dis, ce mec a un super pouvoir. Parce qu'il arrive mais vraiment, parce qu'il arrive du coup à lire la personne et avec ses outils, ça lui crée une grille de lecture relativement claire qu'il peut appliquer relativement rapidement. En plus, on l'a vu ici dans cet exemple. Dans quelle mesure quelqu'un qui nous écouterait, peut-être justement en achetant et lisant ton livre, ça se trouve la réponse est dans la question, mais pourrait devenir, et combien de temps ça lui prendrait de maîtriser ces éléments pour pouvoir justement mieux comprendre ses interlocuteurs, mieux comprendre ses collaborateurs, Ouais. mieux comprendre les gens qui gravitent autour de lui dans son quotidien. Ouais, il y a deux axes dans le mentalisme en vrai qui se séparent très franchement. Tu as le côté illusionniste et tu as le côté psychologique. Ok. Moi, je me passionne pour le côté psychologique et je fais aussi l'illusionnisme même en spectacle. J'adore bluffer les gens. Quand je dis illusionnisme, c'est bluffer en vrai. Et que ça soit d'une tu façon m'as bluffé, aussi là. psychologique, j'adore, ou d'une façon magique. Il y a des deux, tu vois. Et là, ce que tu me demandes, c'est plus l'aspect psychologique. Et moi, c'est ce qui me fait aussi le plus kiffer au fond de moi. Et pour ça, j'ai fait pas mal de formations sur le mensonge, notamment de l'académie de Paul Ekman, Emotional Intelligence Academy, je crois. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre à détecter le non-verbal et à comprendre les autres. Parce qu'en fait, ce que tu fais quand tu te formes sur le mensonge, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est tu vas pas apprendre à détecter un mensonge, tu apprends à détecter une baseline et un changement émotionnel. Et du coup, tous les changements émotionnels que je vais apprendre à détecter, ça va me permettre de comprendre les gens. Si jamais je dis quelque chose et que je vois un changement émotionnel, il n'y a pas de mensonge parce que la personne ne m'a rien dit. Par contre, je détecte que peut-être que ça l'a blessé ou ça l'a dérangé. Et inversement, quand la personne elle vient me parler et qu'il n'y a aucune raison de mentir et qu'il n'y a pas de mensonge, mais que je vois qu'il y a un changement dans sa baseline, c'est peut-être qu'elle va me parler de quelque chose qui est stressé, qui la stresse, ou au contraire, elle est très contente de m'annoncer un truc, ou elle retient quelque chose. En fait, ces changements dans la baseline, c'est la meilleure façon de comprendre l'humain, en termes de non-verbal. Et pour ça, je pense que le mieux, c'est de se former sur le mensonge. Ok. Du coup, en vrai, mon livre, j'en parle un petit peu, mais il y a plein de livres encore plus poussés. Le mensonge, littéralement, édition Duno. C'est une réunion de, je crois, 10 chercheurs sur le mensonge qui se sont réunis pour écrire le best-seller sur le mensonge, tu vois. Ok. Et il est très très bon, c'est un livre rouge et très sympa. D'accord. Et après, tu as les formations, mais... Et imaginons, par exemple, je suis en discussion avec toi ou on est en train de faire l'exercice ou la démonstration qu'on faisait il y a un instant. Ouais. Et tu vois, je vais commencer à volontairement intégrer des gestes paragistes. Tu vois, je vais me gratter ici, je vais faire ça, je vais, tu vois, dans le but d'essayer de te tromper presque. Ouais. Comment tu fais pour identifier les gestes parasites ou les mots parasites ou les informations qui peuvent être erronées si, imaginons, sans même maîtriser ce que tu fais et savoir comment tu lis en moi, vouloir essayer de t'induire en erreur? Moi, je me fierais pas tant sur les gestes parasites à ce moment-là ou les manipulatoires, je me fierais plus sur les émotions. D'accord. En fait, les émotions, tu peux pas les simuler. Hmm. Une émotion, ça reste entre 4 et 8 secondes pour les grosses émotions sur un visage, sauf quand c'est extrême, comme les pleurs, par exemple. Mais sinon, tout ce qui va être un sourire, etc., si tu as un sourire qui reste plus de 10 secondes sur un visage, c'est pas un vrai sourire. Ok. Ça veut pas dire que c'est méchant, peut-être que la personne, elle veut te montrer qu'elle t'aime bien, tu vois, Ouais. mais c'est que c'est forcé. Ok. Au même titre, si je te fais, tu vois, ça restait une demi-seconde, tu vois que c'est pas un vrai sourire. Ouais. Parce que c'est minimum en moyenne 2 secondes pour une émotion. Ok. Après, il y a on va dire des numéros, enfin, des délais un peu différents en fonction des émotions. Mais tu as plein de choses comme ça que tu peux analyser sur les émotions, au même titre qu'un sourire asymétrique. C'est pas un sourire, c'est plus du mépris, en vrai. Ok. Et aucun sourire n'est asymétrique. Sauf si la baseline de la personne, par exemple, elle a peut-être une Paralysie une partielle. paralysie, exactement, du visage, auquel cas, évidemment, si elle sourit que d'un côté, c'est la baseline, tu vois. Hmm. Mais aucun sourire n'est... Enfin, tu as plein de techniques pour détecter des vrais sourires, j'en parle aussi dans le livre, mais l'idée, c'est de savoir comment les émotions se créent, combien de temps elles restent sur un visage, qu'est-ce qu'une émotion sincère. Tu as plein d'informations sur Internet sur ça. Ouais. Et quand tu sais ça, du coup, tu as la baseline des 7 émotions principales de l'humain, qui sont vraiment indépendantes de la culture, indépendantes du langage, indépendantes de l'âge. Et ça, c'est la plus grosse clé pour vraiment savoir si une personne, elle se comporte de façon honnête ou pas. Ok. Mais gros disclaimer, gardez en tête que même si l'émotion, elle n'est pas sincère, ça ne veut pas dire que la personne est malveillante, tu vois. Hmm. Ça peut vouloir dire qu'elle veut te montrer qu'elle est très heureuse ou très triste ou qu'elle est en colère ou qu'elle le simule. C'est comme quand les parents, ils te font « je suis pas content de ce que tu as fait » et ils restent comme ça pendant 20 secondes. Ils sont pas vraiment en colère. Ils Hmm. veulent juste montrer à l'enfant que c'est pas bien. On en parlait en off tout à l'heure. Ouais. Tu es en train d'écrire un livre. Ouais. Tu vas l'annoncer très prochainement au moment où on se parle, mais au moment où sur l'épisode, tu l'as déjà annoncé. Très probablement. C'est un livre qui me touche finalement parce que j'aurais aimé le lire il y a de ça quelques années. Okay. C'est un livre qui va parler justement du sujet du côté timide, introverti que tu avais, ce qui était mon cas aussi. Du coup, en parler aiderait peut-être certains qui nous écoutent, qui nous voient, à savoir qu'il existe et peut-être à être aidé dans cette quête de pas l'extraversion, mais en tout cas le fait d'être à l'aise avec qui l'on est et pouvoir s'exprimer comme on le désire. Tu peux nous en parler de ce projet, de ce livre qui arrive bientôt? Carrément. En fait, j'ai un peu réuni tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais timide et je l'ai appelé « Deviens un aimant social ».
Parce que j'aime bien le concept d'aimant social, l'idée d'attirer les gens et de repousser les personnes qui ne te correspondent pas de façon naturelle. C'est pas génie social, tu vois. Tu vas pas devenir un génie, par contre, tu vas être toi-même et tu vas attirer les gens qui te correspondent. J'aime bien cette idée-là. Et c'est un peu la méthode d'un ancien timide pour parler à n'importe qui. C'est ça l'idée. Et donc j'ai réuni tous les process, autant que ça soit autour du cerveau, dont on parlait tout à l'heure, l'échauffement social, Ouais. l'élan d'exécution, c'est le terme technique. Après, j'ai aussi interrogé plus de 300 personnes dans la rue en allant voir des gens, juste pour comprendre comment j'analysais et comment maintenant que je sais interagir, je le fais, tu vois. Ok. J'allais parler dans le métro, j'essaie d'interagir avec plein d'inconnus en même temps, des groupes, etc. Et j'ai essayé de décortiquer un peu ces interactions. Et puis j'ai réuni tous les process aussi des biais cognitifs sociaux, de pourquoi on a peur d'aller parler aux gens et de comment faire switcher son cerveau. Parce que des fois, tu sais, t'as beau te dire ok, je vais compter jusqu'à 5 dans ma tête et je vais y aller. Ouais, je sais tous les processus, il faut que je m'échauffe socialement, mais t'arrives quand même pas à y aller. T'es face au truc et t'arrives pas. Et moi, ce qui m'avait aidé à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le recadrage. C'est une technique de TCC. Et j'ai essayé de décortiquer aussi la méthode du recadrage pour la rendre plus accessible, qui est un truc qui permet de vraiment modifier sa façon de penser et de dévier. Tu vois, des fois, tu as des pensées un peu limitantes, entre guillemets, dysfonctionnelles, on dit dans le terme technique, et tu peux les rendre fonctionnelles, en vrai. Au lieu de te dire, la personne, elle va pas aimer, si je vais peut-être la déranger si j'y vais, te dire, ou peut-être que je vais lui faire passer un bon moment. C'est un truc très simple, mais ça peut fonctionner, et tu te mens pas à toi-même, c'est vrai. Tu peux autant la déranger que lui faire passer un bon moment, donc autant te concentrer sur les vraies choses qui peuvent être positives. Et tu as une vraie méthodologie que je développe dans le livre pour réussir à faire switcher ses pensées de façon un peu plus appuyée. Donc c'est un peu toutes ces choses-là que j'ai réunies dans le livre, et j'espère qu'il aidera les gens, en vrai. C'est ça le but, c'est clairement ça. À quel point ça a été douloureux pour toi d'être timide, introverti, etc., alors que finalement, tu voulais justement t'exprimer, être socialement présent. D'ailleurs, ça se ressent, tu vois. J'ai du plaisir à échanger avec toi, tu souris, tu passes un bon moment, je passe un bon moment, je le vois tout à l'heure. Tu es tout sauf quelqu'un de timide, introverti. Si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas deviné à la base. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un vrai switch, d'une part, et d'autre part, je pense que à la base, au fond, il y avait une volonté aussi de pouvoir Carrément. socialement s'intégrer. Comment tu l'as vécu? Ma question, je la pose parce que j'ai envie de faire déculpabiliser aussi ceux qui sont peut-être dans ce schéma-là et qui se disent « Ok, c'est comme ça, je dois accepter, tant pis pour moi, j'ai pas eu de chance. » Tu vois, c'est fataliste, ce discours fataliste que j'ai absolument pas envie que les gens gardent. Carrément. Là, je pense qu'il y a déjà le côté introverti-extraverti. En vrai, tu peux être introverti et être sociable. Au même titre que tu peux être extraverti et être très peu sociable. Et moi, c'est ce que j'étais quand j'étais petit. Je ne suis pas passé d'introverti à extraverti. J'étais extraverti, mais je n'osais pas parler aux gens. Et d'ailleurs, je pensais que tout le monde était comme ça. Je pensais que tous ceux qui ne parlaient pas aux gens, c'est parce qu'ils n'osaient pas. Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui s'en foutent. Ils sont en mode juste, moi, je suis bien, j'ai 2-3 potes et c'est des potes très proches et ça me va. Et c'est très bien aussi. Et moi, j'aime bien l'idée d'aller parler aux gens et j'adore parler à plein de gens. Et ça me passionne en vrai de faire ça. Et je suis plus extraverti. Et quand j'étais petit, au collège, j'avais un groupe de potes, mais très proches. J'avais vraiment pas beaucoup de potes, mais ça m'allait aussi. Et en même temps, j'adorais au fond de moi lever la main en classe. Je n'osais pas le faire, je le faisais très peu. Et même passer au tableau, ça m'angoissait, mais quand j'y étais, je me suis dit, je suis au tableau, tu vois. C'est trop cool. Et je vivais vraiment ce truc-là en mode, tout le monde aime y aller, mais personne n'y va. Alors qu'en fait, il y a des gens qui n'aiment juste pas être devant l'attention des gens, et c'est très bien aussi. Donc moi, la chose qui m'a vraiment handicapé avec ça, en vrai, c'est le fait de vraiment pas oser, et que mon corps réagisse à ma place. C'est-à-dire que je vais rougir, et je rougissais beaucoup, donc quand tu rougis, que tu es au collège, les gens disent « Ah, il rougit !» Et tu deviens le mec qui rougit dès qu'il lève la main. Et du coup, tu n'oses plus interagir encore plus parce que dès que tu interagis, ça se passe mal. Et donc, tu n'as pas envie d'être moqué. Tu te dis, bah vas-y, flemme. Et au lieu de mal réagir, je ne vais pas bouger, tu vois. Et en arrivant au lycée, j'ai eu un peu ce truc de me dire, vas-y, personne ne me connaît. Maintenant, je vais faire le rôle du gars hyper sociable, hyper extraverti, qui est à l'aise. Et je me souviens, un premier jour, je lève la main. Et là, tu as un gars qui fait, oh, mais regardez, il rougit. J'étais en mode, waouh. Jour 1, je suis recasé à la case du mec qui rougit. Et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je mette des trucs en place. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'allais avec mes potes, avec un pote précisément, dans la rue, souvent les mercredis, jeudis, jusqu'à ce que j'étais même encore en école d'ingénieur, je le faisais parce que j'étais pas encore très à l'aise à 100%. Et j'allais arrêter des gens. Au début, je disais juste bonjour à des inconnus, j'étais comme un ouf dans ma tête. Et après, j'arrêtais en demandant l'heure. Puis après, je faisais des questionnaires un peu bidons pour demander aux gens de remplir et d'échanger avec eux. Et mon but, c'était de réussir à avoir une discussion profonde avec un inconnu. Et du coup, je faisais ça. Et arrivé en école d'ingé, j'ai commencé à vouloir faire des vidéos dans la rue. Ça m'a pris 10 jours à trouver une personne et à réussir à l'arrêter pour faire une vidéo avec. Mais peu à peu, en fait, à force de faire des trucs, des sortes de petits pas, en vrai, c'est un peu la méthode des petits pas, et étape par étape, bah, tu t'entraînes et tu progresses. Et même quand tu pars de loin, le progrès, il est quand même assez agréable pour continuer. Et dernier petit truc, quand tu sens que des fois tu régresses, moi, ça m'arrivait aussi des fois de me dire, la semaine dernière où il y a 10 jours, j'arrivais à faire ça, là, j'arrive plus, j'ose plus. C'est pas que tu as perdu la compétence, c'est juste l'échauffement social. Okay. Et c'est pour ça que ce truc-là m'a débloqué, parce que tu as l'impression de régresser.
alors qu'en fait, c'est juste que tu n'es pas échauffé à ce moment-là. Et si tu te rééchauffes, tu reviens au même stade, voire plus, et tu peux aller encore plus loin, et étape par étape, tu avances. Je suis tiraillé parce que moi, je suis très joueur et la vie est un jeu d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai envie de refaire une autre génial. démonstration, un autre exercice. Mais on va continuer. Ok. J'ai mes questions. Ok. Tu connais la psychologie humaine mieux que personne, ou en tout cas, tu fais partie de ceux qui la connaissent plutôt bien. Ok. Tu es bien équipé pour ça. Comment est-ce que tu l'utilises? Tu utilises cette connaissance, cette compétence pour ton développement personnel à toi, pour acquérir de nouvelles compétences potentiellement, et quelles actions tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour pouvoir le faire? C'est-à-dire que on a parlé de mémorisation, mais finalement, le développement personnel, le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'élargir sa zone de confort, le fait d'avoir la vraie sensation d'évoluer, de grandir en tant qu'individu, personne ou autre, c'est capital, c'est clé, ne serait-ce que pour sa satisfaction personnelle et pour son évolution personnelle comme professionnelle. Est-ce que toi, il y a des outils, des choses que tu maîtrises aujourd'hui, que tu appliques à ton quotidien pour pouvoir évoluer plus rapidement ou plus facilement? Moi, il y a pas mal de petites choses que je mets en place, basées sur ce que disent les neurosciences ou ce que les neuroscientifiques vulgarisent, parce que moi, je suis un vulgarisateur en vrai qui écoute des mecs qui vulgarisent la science. Ouais. Et les choses que j'adapte le plus, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est la zone de développement idéal. Ok. En vrai, c'est la zone proximale de développement, mais on s'en fiche. La zone de développement idéal, c'est la zone qu'il y a entre ta zone de confort et ta zone d'inconfort. Et l'idée, c'est de se situer dans cette zone-là pour tout le temps progresser, et du coup mettre ton cerveau dans une action de focus et rentrer plus facilement en état de flow. C'est une des étapes que j'ai pas dit tout à l'heure. Pour vraiment se concentrer plus facilement, c'est être dans une zone où c'est suffisamment complexe pour notre cerveau pour y aller, mais pas trop pour pas qu'il l'abandonne. Et cette zone-là, peu importe dans ce que je fais dans ma vie, c'est un mantra, c'est toujours une action qui me challenge, devrait être faite, quoi qu'il arrive. Si ça me challenge positivement, évidemment. Et du coup, toutes les actions que je me dis ça me stresse un peu, ça me challenge un peu, mais suffisamment pour que j'y aille, j'y vais. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup pour progresser, pour me sentir bien, pour être très concentré dans ce que je fais. Parce que si tu fais que des trucs où tu es excellent, tu te fais chier, en vrai. Et si tu fais que des trucs où t'es pas bon, tu perds confiance en toi. Tu te dis, mais je suis bon à rien. Alors que quand tu es dans cette zone de développement, c'est là où tu es le meilleur. Et c'est là où tu progresses le plus. C'est un peu ta zone de génie, tu vois. Et aujourd'hui, notre quotidien est rythmé par le fait de prendre des décisions. Pour prendre des bonnes décisions, on doit justement avoir la liste de toutes les informations, pouvoir prendre les tenants et aboutissants, pouvoir avoir de la visibilité sur tout, et surtout ne pas être biaisé. Tu vois, ne pas personnellement comment dirais-je, être biaisé, ou en tout cas se mentir à soi-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place ou des process que tu maîtrises aujourd'hui qui fait que ça améliore ta capacité à pouvoir avoir le bon discernement quant à ta capacité à prendre les bonnes décisions? Moi, je me fie toujours à mon moi du passé qui est rationnel et qui a déterminé un peu ce qui me faisait plaisir dans le passé avant même que je sois dans l'émotion et je sache plus quoi faire. Ok. Et du coup, le meilleur truc que moi j'ai trouvé, c'est de faire des mantras. Et ça me vient de Fabien Olicard en vrai. On a pas mal parlé de ça et dans son livre aussi, Votre temps est infini, où il détermine un process pour avoir des mantras qui permettent de filtrer un peu tes décisions. Et du coup, moi j'en suis ressorti de ça avec 3 mantras qui est progrès, amour, liberté. Et toutes mes actions, quand j'ai vraiment un doute et que je sais pas quoi faire entre deux choses, je me dis est-ce que ça m'apporte du progrès? Est-ce que ça m'apporte de l'amour? Et est-ce que ça m'apporte des libertés? Amour dans le sens global, amour pour moi, pour les autres, amour des autres vers moi et moi vers les autres. Et ces 3 mantras-là, ils m'aident beaucoup à choisir des choses parce que des fois, je me dis, ah, mais ça va me prendre du temps, je sais pas si ça va bien se passer, je sais pas si ça va me rapporter de l'argent, je sais pas. Mais en fait, ça va me faire progresser, ça va m'apporter de l'amour, au moins pour moi, par exemple, et ça va m'apporter des libertés, puisqu'après, j'aurai le. Enfin bref, il y a plein de façons de décider, mais moi, c'est vraiment ça que j'utilise. Et la deuxième chose qui est utile aussi, c'est de se dire, comment est-ce que j'étais avant que la décision dans laquelle on est maintenant m'embrouille. Tu sais, des fois, tu as des décisions où tu te dis, j'arrive plus à penser. T'as vécu trop de trucs, t'as trop de pensées autour de ça et tu sais plus du tout quoi faire dans ta décision. Et ça arrive pas tout le temps. Mais quand ça arrive, je reviens en arrière et je me dis, avant même qu'on me propose la décision, comment est-ce que je pensais? Qu'est-ce que je voulais faire à ce moment-là? Et quel est le choix qui me rapproche le plus de ce que j'avais à l'état où j'étais normal, avant qu'on me propose plein de propositions, qu'on me séduise avec des infos ou ce genre de choses. Et ces 2 process-là, je crois que c'est les 2 choses que j'utilise le plus pour les décisions. C'est assez intéressant ce que tu évoques, notamment avec la situation où tu n'arrives plus à penser. Alors, tu prenais en considération, en l'occurrence, un cadre positif, mais souvent, ça peut aussi être dans un cadre moins positif. Bien sûr, ouais. Où tu as tellement de problèmes qui arrivent les uns après les autres, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir de ça? C'est impossible, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, etc. etc. Donc, toi, en fait, ce que tu évoques, c'est prendre de la hauteur, faire une sorte de step back par rapport à la situation et te dire, OK, avant qu'il y ait ce dernier élément ou qu'il y ait ce nouveau problème qui s'ajoute à la situation en tant que telle, comment est-ce que je voyais les choses et quelles étaient les décisions ou la direction que je voulais donner à
à mes actions. Ouais, quand tu étais lucide, c'est où est-ce que tu voulais aller, quoi. Ok. Et puis aussi dormir. Je Dormir. pense que peu de gens dorment assez. Ouais. Et en vrai, quand tu dors, ça reset vraiment tout ton système neuronal, quoi. Tu dors C'est- beaucoup? J'essaie de dormir 9 heures par nuit, ouais. 9 heures. Ouais, j'essaie Ah de ouais. viser 9 heures, ouais. Et j'essaie de me coucher tout le temps à la même heure, quasiment. Parce que c'est ça la base, en vrai. C'est vraiment la régularité pour améliorer son sommeil. Ah ouais. Et ça, en vrai, on l'a tous déjà vécu quand tu te sens mal parce que tu as fait un mauvais truc ou tu as passé une mauvaise journée. Tu dors, tu te réveilles. Émotionnellement, ça va tellement mieux, mec. Ok. Donc, dormir, je pense que des fois, on sous-estime. Hein. Des fois, on oublie qu'on est dans un état mental qui fait qu'actuellement, tu vas pas bien. Mhm. Mais en fait, tu dors et ça passe, ce truc-là. Et là, tu es déjà plus lucide. Pas toujours, ça résout pas tous tes problèmes. Mais on sous-estime, je crois, ce truc-là. Est-ce que tu penses que le sommeil à cette intensité, tu vois, pour moi, 9 heures, c'est énorme. C'est OK, je dors pas 3 heures par nuit non plus. Ça peut arriver, mais quand même. mais je veux dire, je suis plus, dans mon cas, à 6 heures. Ouais. 6-7 heures, grand maximum. Et même, mon cerveau va automatiquement se réveiller instantanément. Tu vois, même ce matin, mon cerveau se réveille bien avant l'heure, en dormant 5 heures et je suis en pleine forme. En tout cas, j'ai la perception de l'être. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'universel ou est-ce que tu penses que le besoin de sommeil, même si je sais que tu n'es pas un expert en sommeil, mais j'imagine que tu as aussi travaillé le sujet et réfléchi au sujet, qui fait que certains vont avoir besoin, exemple, dans ton cas, de 9 heures pour être optimal. D'autres, imaginons dans mon cas, vont peut-être avoir besoin que de 6h30. Il y a clairement un truc physique, hein, je pense. Il y a des gens qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres. Avec l'âge, ça diminue un peu. On n'a pas tant d'écart d'âge, donc il n'y a pas trop ce donner-là entre nous, je pense. Et puis après, il y a un phénomène d'habituation qui fait qu'en vrai, tu as l'impression d'être en forme et peut-être que tu l'es, et peut-être à 80% de ce que tu peux faire, tu vois. Mais vu que moi, je vise vraiment long terme, je sais qu'il y a un peu une vibe dans l'entrepreneuriat, des fois, de se dire, mec, si je prends 3 heures par nuit en plus, ça fait que sur un mois, ça fait tant d'heures en plus, sur un an, tu dors. Et tu as un peu cette croyance-là, et Qui est assez malsain d'ailleurs, hein, de culpabiliser ceux qui se reposent et sommeil. Moi, je suis d'accord. il y a un peu ce truc-là, et qu'en fait, long terme, tu mets tout en œuvre pour que ça aille mieux, quoi. Ton cerveau sera plus performant, tu stockes moins de gras, tu développes plus de muscles, tu développes plus de capacités cognitives, tu entretiens beaucoup plus ta peau, tu entretiens tes yeux, enfin tout est beaucoup plus optique quand tu dors beaucoup. Et pas besoin de dormir 9 heures en vrai, parce que même il y a des gens qui peuvent pas forcément. Par exemple, tu vois, tu te dis que tu te réveilles au bout de 6-7 heures de sommeil, naturellement. Et je pense qu'il y a deux trucs, c'est déjà dormir moins de 6 heures. Ça, c'est une erreur. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent dormir moins de 6 heures sans avoir de problème. Et puis après, il y a un autre truc, c'est la régularité. Je pense qu'il faut mieux dormir 6-7 heures par nuit, mais se coucher tout le temps à la même heure et se lever tout le temps à la même heure, que essayer de dormir 9 heures, mais des fois de se coucher à minuit pour se réveiller à 9 heures, puis se coucher à 22 pour se réveiller à 7 heures et tout ça, ça décale tout. Et notre corps, c'est un peu une horloge en vrai. Donc si tu la règles pas correctement, je pense que c'est moins optimisé. Ouais. Tu évoques quelque chose de très vrai. C'est qu'on est dans une société où, notamment dans l'entrepreneuriat et notamment les jeunes, on va te dire faut dormir le moins possible et culpabiliser ça, il faut prendre des douches froides, il faut ci, il faut ça. Et si tu fais pas toutes ces checklists, tu vas culpabiliser. Le nombre de gens qui justement culpabilisent à cause de ça, alors qu'en réalité, comme je te disais tout à l'heure, après c'est ma perception de la chose, mais selon ma compréhension, il y a au moins autant de stratégies pour mentaliser qu'il y a de mentalistes. Finalement, il y a aussi autant de stratégies pour réussir qu'il y a de gens qui le font. Donc ça, c'est hyper important et on fait bien de le souligner. Moi, dans mon cas, tu vois, là, je ne l'ai pas, mais normalement, j'ai un bracelet connecté, une sorte, une Whoop, ou je ne sais pas si ça, c'est une Oura. Ring. C'est une Oura, tu vois. Donc, j'utilise ce genre de choses pour pouvoir, moi aussi, traquer ma récupération, mon sommeil, etc. Et je pense qu'entre ton feeling, ta perception, sa connaissance de soi, l'expérience et la data derrière pour backer la chose, ça permet déjà de savoir un petit peu qui on est, connaître ses cycles circadiens et avancer derrière. Ouais, carrément. Complètement. Tu parlais avant de Fabien Olicard, justement, c'est donc l'un des mentalistes aujourd'hui les plus reconnus, avec notamment Victor Vincent en francophonie. Il a joué un rôle relativement important, on le voit ici d'ailleurs, un rôle important dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as rencontré, comment s'est développée cette relation, cette collaboration, et derrière, quel est l'impact que cette expérience a eu sur ta carrière? Fabien, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2015, je crois, ou 2016. En tant que fan. Clairement, je suis allé voir un spectacle qui passait à Toulon, à côté de là où j'habitais avant. Et je suis allé le voir en mode. Je l'ai rencontré, je crois que je l'ai découvert 2-3 jours avant sur YouTube. J'ai vu qu'il passait à Toulon. J'ai dit à ma mère, viens, on y va, c'est un mentaliste. Et moi, je faisais déjà un tout petit peu de mentalisme à ce moment-là. Et du coup, on y est allé. J'ai kiffé le spectacle. Et à partir de là, je pense que je suis devenu clairement fan un peu de Fabien. Il y avait un peu ce côté où je pompais tout ce qu'il faisait, pas en termes de création, je créais pas de contenu, mais vraiment, j'ai ingurgité tout ce qui pouvait sortir, que ce soit ses livres, ses vidéos, ses podcasts. À l'époque, il faisait pas encore de podcasts, mais tout ce qui sortait. J'adorais sa façon de penser, son mentalisme, il me passionnait beaucoup. Je l'ai revu une deuxième fois en spectacle 2 ans ou 3 ans plus tard.
Et puis après, j'ai eu ce truc où j'ai voulu me faire du mentalisme mon métier. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Et au tout début, j'ai fait beaucoup de vidéos qui étaient basées... Je regardais pas ce qu'il faisait à ce moment-là, mais tout ce que j'avais créé en vrai jusqu'à maintenant, c'était un peu basé sur sa vision, ses passions aussi, enfin sa façon de voir le mentalisme plutôt. Et du coup, au début, je pense que je pompais beaucoup de ce qu'il faisait, mais même sans m'en rendre compte. Je devais faire des vidéos similaires sur les sujets qu'il avait déjà abordés parce qu'il avait fait tous les sujets. Fabien, c'est impossible de trouver un truc qu'il n'a pas traité. Et du coup, j'avais vraiment ce truc-là. Et puis, quand j'avais, je crois que c'était en fin 2021, quelque chose comme ça, il m'envoie un message sur TikTok. On se suivait. On n'avait jamais parlé avant. Et il me dit bah yo, j'aime bien ce que tu fais. J'ai dévoré tout tes contenus. C'est trop cool. Si ça te dit, on peut se voir. Je veux qu'on fasse des vidéos ensemble sur ma chaîne. Passe au bureau à l'occasion. Bon, évidemment, explosion dans ma tête. Je me dis wow. Le gars que je kiffe depuis des années, même si vers la fin, je le suivais un peu moins pour m'en détacher, parce que je voulais pas non plus être une copie de Fabien. Il m'envoie un message pour me dire qu'on se voit. Donc, je suis trop chaud. On se voit. Quelques mois après, et ça match de ouf. En vrai, on s'entend bien humainement. Il est très bienveillant. Il n'est pas du tout en concurrence, alors qu'il aurait pu, en vrai. Et il est aussi en mode, bah, t'as pompé ce que j'ai fait, mais en vrai, surtout, t'as la même vision que moi et t'apportes le mentalisme d'une autre façon, que les jeunes découvrent aussi. Et il y a un peu une espèce de synergie forcément qui se crée, puisqu'il a un côté hyper... c'est un peu le numéro 1, c'est clairement le numéro 1 en France maintenant. Et il a un côté très vulgarisateur, très mentaliste de scène aussi. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent, mais moi, j'ai un côté plus, j'apprends des choses et je les retransmets. Bref, on a une espèce de fusion qui s'est fait naturellement. Et puis, du coup, on a commencé à taffer sur plein de trucs ensemble. On a fait des vidéos sur YouTube, on a fait des vidéos sur mon TikTok aussi. Et puis là, on a fait, il co-écrit mon spectacle et il coproduit aussi le spectacle. Et c'est aussi en vrai, en partie grâce à lui qu'on a lancé la tournée, etc. Et puis, en vrai, là, le truc numéro 1 à retenir, c'est qu'humainement, on s'entend trop bien. Ça, c'est génial. Et donc, merci à Fabien d'avoir tendu la main à ce moment-là et d'être venu en mode, il n'y a pas de concurrence en vrai. On fait tous la même chose et c'est trop bien de s'unir au lieu de se taper dessus. Et ça, c'est rare dans l'entrepreneuriat, je crois, même dans le milieu de magie, mentalisme, hypnose, c'est assez rare. Complètement. Ouais, donc c'est vraiment j'ai une grosse chance de l'avoir rencontré et surtout une grosse chance que le mentaliste numéro 1, ce soit pas un con, quoi. Ça serait terrible. Ça serait terrible, effectivement. Et il y a un sujet sur lequel je veux revenir, c'est que tu reçois ce DM, tu te dis ça pète dans ma tête. Je pense que bon nombre de personnes qui peut-être nous regardent ont un mentor, ont quelqu'un qu'ils adulent, on peut utiliser peut-être ce terme-là, ou en tout cas un exemple qui peut-être pendant des années va les motiver et va leur donner envie de continuer dans cette voie et dans cette discipline. Et là, à un moment donné, cette personne qui est pour toi Fabien t'écrit un message. Si on zoome un peu sur ce moment, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que tu aurais pu même ne serait-ce que l'imaginer? Là, c'était, je viens de me rappeler en plus, c'était le jour de mon anniversaire où je reçois ce message-là. Ok. C'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, il faudra que je lui demande à l'occasion, mais très beau cadeau. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me dis, j'ai de la chance en vrai. Genre, il y a un truc de hyper gratitude, tu vois, de me dire, j'ai quitté mes études et en fait, tu sais, il y a un petit peu le truc où tu remontes le parcours et tu te dis, j'ai quitté mes études pour faire ce truc-là, je me suis inspiré de ce gars-là qui est finalement très bienveillant, qui m'envoie un message. Et tout s'est bien passé, même si tu as des hauts et des bas, tu as toujours des galères. Mais je pense que c'est juste une énorme gratitude que j'ai ressentie à ce moment-là, tu vois. Ok. Et je souhaite à tous ceux qui ont un mentor ou qui ont quelqu'un qu'ils considèrent comme étant un peu la source d'inspiration qu'ils ont, de créer une relation avec. Déjà parce que ça le démystifie un peu. Du coup, j'ai rencontré Fabien et plus Fabien Olicard. Et j'ai eu toute la perspective de Fabien, qui est encore plus cool que ce qu'on pourrait penser en vidéo. Donc ça, c'est sympa. Et aussi parce que du coup, tu crées un lien. Maintenant, c'est plus un pote, voire un ami. Et j'ai plus ce côté fan, heureusement, sinon j'aurais pas de relation. Par contre, j'ai toujours ce côté, c'est un peu mon sensei, tu vois. Je kiffe ce qu'il me donne toujours des informations. Il a le parcours que j'aimerais avoir sur certains aspects. C'est trop bien. C'est une chance. Quand j'ai un problème, quand j'ai un truc, je sais qu'il a déjà expérimenté, je lui envoie un message, il me donne la solution. En vrai. Et il m'a fait, je pense, gagner beaucoup d'années. C'est un truc que j'aurais pu faire seul, mais ça a été un catalyseur énorme, quoi. Et en plus, c'est du kiff d'être avec lui, donc c'est trop bien. Incroyable. C'était en quelle année? Je pense que c'était le 21 juin 2021. 2021. Ouais. Donc il y a 2 ans, plus ou moins. Ouais, c'est ça, à peu près. Okay. Et à quel point, justement, les choses, à partir de ce moment-là, se sont accélérées? Qu'on se rende compte, finalement, d'une part, la chance, entre guillemets, que tu as eue, mais que tu as surtout provoquée, hein, qu'on se le dise, mais aussi et surtout la puissance du réseau et des personnes qui ont déjà fait le chemin, qui vont être là à tes côtés et qui vont te permettre d'avancer plus rapidement. Carrément. À ce moment-là, je venais de sortir mon premier livre, où j'étais en train de le terminer, et j'avais pas de spectacle.
Enfin, j'avais fait mon spectacle au Festival d'Avignon, et c'est pour ça qu'il m'a envoyé un message en vrai, parce qu'il cherchait aussi un mec qui faisait de la scène. Et je pense que Fabien cherchait aussi un peu un gars pour la relève en vrai. Il y avait un peu ce truc-là. Et en fait, à partir de là, au début, il me donnait des astuces pour le spectacle, et il a surtout catalysé mon spectacle en vrai. Il m'a fait. Au début, il m'a envoyé des vocaux de 10 minutes en décrivant tout ce que je devais faire pour les spectacles. Ok. Il m'en a envoyé plusieurs, c'était vraiment des giga masterclass de 10 minutes en vocaux. C'était très cool. Et puis, c'est dur en vrai de démarrer la scène. C'est un vrai délire. Je sais pas s'il y a des gens qui t'écoutent, qui veulent démarrer la scène, je suppose que oui. Et c'est galère. Trouver un producteur, ou même sans producteur, de démarcher des salles. En fait, c'est un mix. Tu sais, la création de contenu, c'est genre, tu fais montage, cadrage, tournage, réalisation. La création de spectacle, c'est tu fais 10 métiers en plus. Tu fais le tourneur, tu vas faire le négociateur, tu vas faire le mec sur scène, le réalisateur, le metteur en scène. Enfin, c'est un bordel. Et lui, il est venu et il m'a mis en contact avec sa boîte de prod, qui est une grosse boîte, et il m'a dit, bah, si tu veux, on peut te produire ensemble. On se coproduit, tu connais tous les trois sur le spectacle. Et je pense que c'est en ça, en termes de pro, en tout cas, où il m'a le plus fait accélérer. Il m'a vraiment boosté sur les spectacles. Et sans lui, je pense que j'aurais pas de tournée aujourd'hui et j'aurais pas un spectacle aussi cool que ce que j'ai là. Ok. Justement, tu sors il y a de ça quelques jours seulement de tes spectacles. Souriez, vous êtes manipulé. Tu as fait dans plusieurs villes de France. Qu'est-ce que tu cherches à transmettre à ton public à travers ces performances? On voit ici notamment l'affiche. Fiche qui date de 2021 aussi. Ouais. J'ai plus la même tête du tout. J'ai même plus le bandana. Et moi, ce que je veux faire dans mes spectacles, c'est 3 choses. Je veux vraiment faire rire les gens, les bluffer et les faire réfléchir. C'est les 3 axes, et c'est un peu l'axe de mon mentalisme aussi. Je veux vraiment ces 3 choses. Et j'avais un problème au début, c'est que j'arrivais pas à faire réfléchir les gens. Je faisais beaucoup de vannes, les gens rigolent, je bluffe les gens, c'est du mentalisme. Et les gens sortaient en me disant c'était hyper bluffant, hyper impactant, mais pas de réflexion. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, je veux pas faire que du divertissement parce que ça me suffit pas. J'ai dû faire peut-être 30 spectacles et au début, les gens ne sortaient pas avec une réflexion. Et ça m'a vraiment impacté. Je me suis dit, en fait, j'ai pas envie juste de divertir et que les gens sortent de là en étant en mode c'était sympa. Je veux qu'ils sortent avec un truc qui les fasse changer. Presque un déclic. Si jamais je pouvais faire sortir toute la salle avec un déclic du spectacle, ça serait un délire. Je pense pas que ce soit possible, mais c'est vers là que je veux tendre. Et là, depuis une quinzaine de spectacles, j'ai trouvé le truc. Et en fait, je pense que le meilleur moyen de créer un déclic chez les autres, c'est de trouver ce qui parle en toi, tu vois. C'est un peu, en vrai, c'est un peu la définition de l'art, c'est sortir ce que tu as en toi pour créer un truc. Et du coup, j'ai vraiment réfléchi sur pourquoi je fais les choses, pourquoi je fais du mentalisme, pourquoi je fais ce que je fais. Et j'ai trouvé une conclusion. Et depuis que je fais ça, ça impacte vraiment et les gens se souviennent quasiment plus du message que du mentalisme. Et ça, c'est trop cool. Et pourquoi tu fais du mentalisme? Je fais du mentalisme pour créer des souvenirs dans ma tête et dans celle des gens. Ok. Parce que je pense que c'est ça le secret de la longévité. En fait, je pense pas que ce soit le nombre d'années que tu vis qui fait que tu as une longue vie. Je pense que c'est le nombre de souvenirs qui te restent à la fin. Parce que plus tu vas avoir de souvenirs, plus tu vas avoir une perception du temps qui est très longue. Et les souvenirs, ça serait avec les émotions. Du coup, plus tu crées d'émotions fortes, plus tu crées de souvenirs impactants, et plus tu rallonges ton temps de vie. Et du coup, quand les gens viennent me voir en spectacle, en fait, on rallonge tous ensemble un tout petit peu notre vie. Et je kiffe cette idée-là. Cette idée que dans 10 ans, peut-être ils se souviendront du spectacle en se disant putain, c'était sympa ce soir-là, on a rallongé notre temps de vie. Ou est-ce qu'ils diront ça ou autre chose, mais ils auront un souvenir de ce truc-là, comme une petite bulle dans leur tête qu'ils garderont, et même, j'espère, toute leur vie. Peut-être pas, mais c'est le but. Et en fait, c'est ça à la fin, c'est toutes les petites bulles que tu as en tête qui te restent, qui créent ta vie. Quand tu as 80 ans, c'est pas la routine que tu as fait tous les jours pendant 20 ans que tu vas mémoriser, ça tu l'oublies. C'est toutes les nouvelles expériences que tu as fait, les trucs intenses que tu as vécu. Et quand tu dis mon but finalement pour les faire réfléchir, c'est limite de créer un déclic chez eux. Ouais. Comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce qu'il y a une méthodologie du coup que tu as identifiée? Est-ce qu'il y a un exercice en particulier que tu leur fais faire? Ça me parle clairement, vu le sujet. Le titre, petit indice. Mais ouais, ça peut être intéressant justement de voir toi comment tu t'y prends, qui connaît parfaitement le cerveau humain, pour venir combler ce 3e pôle qui est la réflexion, en créant justement un ou plusieurs déclics. J'ai longtemps réfléchi à ça et je me suis dit comment tu transmets un truc aux gens à un degré tellement fort que ça va leur faire un déclic, tu vois. Et je pense pas qu'en donnant des conseils ou en donnant des petites tips, ça change l'aspect des gens. J'ai l'impression que c'est quand tu comprends toi-même ce qui est important pour toi, que là, tu as un déclic. Si toi, tu comprends pas toi-même, ça marchera pas. Tu sais, des fois, les gens te donnent un conseil et 5 ans après, tu te dis putain, il avait raison, le gars. Mais là, je l'ai compris. Et tu as un peu ce truc-là. Et tant que tu comprends pas, toi, personnellement, comment ça fonctionne, tu n'auras pas de déclic. Et donc, mon but, c'est qu'à la fin, les gens comprennent tout ce qui s'est passé dans le spectacle et tout se relie et ils se disent ok, j'ai compris. Et c'est pas moi qui l'aurais dit. En fait, le dernier mot du spectacle, il apparaît dans leur tête. C'est pas moi qui le dis. Je prononce rien. Et il se passe un truc comme ça, fin du spectacle. Ok. Et en fait, à ce moment-là, les gens se disent pas ah, il nous a expliqué. Ils se disent ok, j'ai compris. Et depuis que je fais ça, t'as des gens à la fin qui viennent me voir en me disant ah, tu pourrais me redonner, parce que je parle d'une citation, ils me disent tu pourrais me redonner la citation. Les commentaires maintenant, c'est incroyable expérience, on s'en souviendra. Et ils mettent la citation, ils mettent la phrase, ils mettent la réflexion qu'ils ont eue.
Et ça crée vraiment une réflexion chez les gens, puisque ça vient d'eux. Et je pense que c'est ça le moyen de créer un déclic. C'est qu'en fait, ils le créent eux-mêmes. Je pense que c'est ça. Complètement. Et donc, finalement, tu leur fais faire un exercice ou une phrase, et ils ont un mot ou quelque chose qui apparaît dans leur cerveau. Et du coup, chaque personne, imaginons, tu me disais tout à l'heure, 100, 200, 500 personnes dans ces salles, et tu vas tendre vers aller encore chercher 1000 et tout. Enfin, tu me racontais tout à l'heure, et on va en parler justement comment on met en place tout ça et tous ces spectacles que tu es en train de faire. C'est incroyable. Et du coup, chaque personne a finalement un mot ou une phrase différente dans son esprit. Ouais, chaque Qui lui est propre. Chaque personne fait sa conclusion, Ok. qui en tout cas, la compréhension de la conclusion lui est propre. Et elle termine avec ça en se disant « Ok, c'est pour ça qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. » Et t'as pas le choix de réfléchir parce que t'as un moment de silence dans la salle. Je termine par « On est d'accord ». Et à ce moment-là, les gens sont obligés de comprendre parce que t'as pas le choix de retracer ce qui vient de se passer. Tu sais, t'as un espèce de truc de « J'ai pas compris ». Et en même temps, ça me tend la main. J'ai pas le choix de chercher à comprendre ce que c'est, tu vois. C'est une espèce de... Je leur ai un peu simplifié le passage pour qu'ils aillent faire le process eux-mêmes et que ce soit simple à aller chercher, tu vois. Ouais, c'est un peu comme un film qui se termine brutalement et tu as envie de comprendre l'intrigue. Je me suis inspiré de beaucoup de films, un peu à la Inception, un peu à la Island, j'ai oublié le nom, avec DiCaprio. Il m'a vraiment marqué. C'est pas Long Island ou non? Ouais, un truc comme ça, Island quelque chose, où à la fin, en fait, tu comprends tout ce qui vient de se passer et tu as un espèce de petit déclic. Et mon but, c'était vraiment de faire ça, mais avec un truc de la vie réelle que les gens peuvent adapter, au lieu de se dire, ah, la morale du film, c'est ça, c'est waouh, je viens de comprendre un truc sur la vie, je crois. Tu vois, et ils terminent avec ça, et ça, c'est vraiment le but, tu vois. Et justement, tu parlais tout à l'heure de vous ne rendez pas compte à quel point c'est compliqué de créer un spectacle. Nous, déjà, lorsqu'on doit organiser des événements, là, ce soir, par exemple, pour un événement, on sera 300, 350 personnes. Ça va, c'est gentil, c'est un networking et autres. Mais quand on fait un event à 500, 1000 personnes, 2000 personnes, où justement il y a une grosse organisation, la sécurité et autres, dans notre domaine, c'est encore assez simple. Mais j'imagine que dans le domaine du spectacle ou dans le domaine même de la musique, des concerts, bref, les métiers artistiques, c'est encore plus complexe parce que derrière, il y a aussi une régie, il y a aussi les lumières, il y a ceci, il y a cela. Tu vois, moi encore, on me donne un micro, je vais sur scène, je donne 2-3 tips entrepreneuriaux et ils sont contents, tu vois. Globalement, c'est ça. Ouais. Au pire, un paperboard et tout le monde est content. Dans ton cas, tu vois, il y a toute une infrastructure, il y a toute une structure, il y a toute une logique pour arriver en plus à une conclusion qui nécessite de la réflexion. Donc, c'est un nouveau métier dans lequel tu te lances. Au départ, en plus, avant de connaître Fabien Olicard, tu as déjà fait des spectacles. Ouais. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques finalement comment tu as organisé ton tout premier spectacle ou tes tout premiers spectacles, où finalement c'est un nouveau monde que tu découvres, il y a j'imagine plein de galères que tu découvres, c'est aussi des coûts, c'est pas gratuit, il faut aussi vendre ses places, il y a toute une logistique à mettre en place. Et puis finalement, aussi j'imagine, ça peut être bien de donner le contexte, tu n'as pas organisé un spectacle ou 2 spectacles, on a organisé aujourd'hui des dizaines dans beaucoup de villes en France. Donc, Ouais. Le tout premier spectacle que j'ai fait un peu une arnaque. En fait, c'est très dur de monter sur scène pour faire son spectacle. Toutes les salles te disent je veux des vidéos de captation, quitter à vouloir venir sur scène. Enfin, sinon, paye ma salle 5000 balles la soirée. Putain, moi, j'ai pas le budget au début, tu vois. Et du coup, le petit hack que j'avais trouvé, c'est de faire Club Med Talent. Alors, je sais pas si j'ai le droit de balancer le blaze ici, mais je pense que si. En fait, le Club Med font un truc qui est cool en vrai, c'est qu'ils te proposent de venir en tant qu'artiste, jeune artiste, pour faire un spectacle. Et en échange, t'es nourri, logé pendant une semaine. Donc c'est sympa, tu payes rien, tu fais juste ton spectacle. Et eux, du coup, ils ont un divertissement gratuit. Et toi, tu as une semaine gratuite de vacances, en vrai. Et du coup, je fais la démarche pour être là-dedans. Ils m'acceptent. Et ils me disent, écoute, on a un désistement. Est-ce que dans 5 jours, tu veux venir faire ton spectacle? Tu restes 5 jours. À ce moment-là, j'ai pas de spectacle. Donc j'ai dit oui. Et là, j'ai 5 jours pour créer un spectacle de A à Z. Et à la fin du spectacle, à la fin de monter sur scène, tu vois, j'ai tout prévu. Et là, c'est là que je découvre qu'en fait, il faut gérer les lumières, le son, la régie, ton texte. Il faut que tu donnes des tops à la personne. Il faut que tu gères toutes les musiques. Enfin, c'est un délire. Mais du coup, pendant 5 jours, je tryhard et je fais un truc qui est pas trop mal en vrai. C'était 45 minutes, donc ça va. Et c'est ma première expérience sur scène devant 400 personnes, tu vois. C'est une énorme arnaque. En vrai, je suis une fraude à ce moment-là. J'ai jamais fait de scène. Les gens me prennent pour un pro. J'ai 600 000 abonnés TikTok, donc les gens se disent crédible. Ça n'a aucun lien. Et je fais mon spectacle. Ça se passe, je pense, en termes de mentalisme, c'était bien. Donc globalement, ça va. Mais c'était pas ouf, en vrai. Et je l'ai refait une deuxième fois plus tard avec le Club Med. Ça s'est repassé en anglais-français. Je l'ai fait cette fois-là. Ne faites pas de spectacle en double langue. C'est horrible. Vraiment. Et moi, c'était la façon que j'ai trouvée pour aller sur scène. Parce que du coup, j'ai pu filmer le spectacle, j'avais une captation, etc. Et j'ai vu que je manquais de pratique. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Je donne mon process, peut-être que les gens peuvent le refaire. Il y a sûrement d'autres techniques. Moi, j'ai fait le Festival d'Avignon, qui est en fait un festival dans la ville d'Avignon sur 25 jours à peu près. Et tu fais un spectacle par jour, pendant 25 jours.
Donc là, la difficulté, c'est qu'il faut remplir. L'avantage, c'est que tu joues 25 fois en 25 jours et ça te forme tellement. Et du coup, moi, j'ai fait ça. J'ai pris. Il y a des salles pas très chères en vrai. Tu en as une pour 5 000 € le mois. C'est cher, mais tu peux faire du bénéfice si tu remplis bien. Après, il faut oser, il faut réussir à remplir. Et le mentalisme, j'ai la chance que ça intéresse des gens, etc. Et 5 000 € par jour ou 5 000 € le mois? Le mois. Donc, tu vois, c'est donc 200 € par jour. Ouais, c'est ça, à peu près. Et donc, c'est quand même accessible, tu vois. Et en plus, tu peux facilement être rentable. Après, là, il faut payer un logement, il faut payer un régisseur. Et c'est là que tu découvres tout l'envers du décor de c'est pas juste tu viens sur scène, tu vois. Il faut que tu comprennes comment faire un spectacle, comment captiver, comment aller tracter pour amener des gens, une personne à la caisse. Faut que tu payes aussi des personnes pour tracter avec toi. Enfin, c'est un délire, t'as plein de personnes à employer. Et moi, j'ai commencé par ça. J'avais un coproducteur à l'époque avec qui on a fait ça à 2. Et puis après, on a séparé les bénéfices à la fin du mois. Donc c'était un bon avantage en vrai. Et j'ai fait ça du coup 2 ans. Et puis après, maintenant, je me suis enrôlé avec Fabien Olicard et Gaia Prod, qui est la boîte de production avec qui je travaille. Et en vrai, si tu as la chance de trouver un coproducteur un peu gentil qui veut démarrer des jeunes artistes, il y en a plein, en vrai, des gens qui sont un peu à l'ancienne et qui sont pas des grosses boîtes de prod qui veulent démarrer, ou juste de faire des petites scènes où tu as un peu de cash de côté. Festival d'Avignon, c'est très bon, et tu fais 25 spectacles comme ça. Et t'es rodé, quoi. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu évoques, c'est cette notion où tu es devant 400 personnes, tu n'as jamais fait ça, tu dis, je reprends tes termes, je suis une fraude à ce moment-là. Et surtout, le plus intéressant dans ton propos, c'est que les gens pensent que c'est crédible parce que tu as 600 000 abonnés sur TikTok. Et d'un œil extérieur, lorsque l'on va voir quelqu'un sur les réseaux qui a effectivement une belle visibilité, beaucoup de gens qui le suivent, beaucoup d'interactions, etc., qui est actif, on va tout se dire, waouh, c'est une star, il doit avoir une équipe, des budgets, la structure, ceci, cela. Alors que là, tu es là pour la première fois sur scène, tu t'es dit peut-être 45 minutes avant, est-ce que ça marche la lumière, le micro, c'est bon, 1, 2, 1, 2, on m'entend, comment je vais faire ça? Et c'est réel, tu vois. Et c'était il y a seulement, du coup, 2 ans. 2 ans et demi, plus. Donc, c'est assez incroyable pour le mettre en lumière et pour aussi, encore une fois, faire relativiser les gens et de leur dire fait est mieux que parfait. Il faut juste passer à l'action, quoi. Et que ce soit dans le domaine de l'artistique, ici, dans ton cas, qui est en lien direct avec l'entrepreneuriat, ou que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, ou quel que soit ton projet dans la vie. Et il faut relativiser, il faut surtout se donner les moyens de ses ambitions. Seuls ceux qui n'ont pas essayé n'ont jamais réussi. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, du coup, c'est comment le quotidien de l'organisation d'un spectacle? Tu dis donc que tu t'es associé finalement avec Fabien Olicard en coproduction avec une boîte de prod. Ouais. Vous êtes 3 dans l'équation. C'est ça. Lui, j'imagine, pour l'expérience artistique, etc., qui Carrément. vient t'aider à écrire. Il coécrit le spectacle aussi. Coécrit, ok, génial. Et puis la boîte de prod qui, elle, elle investit le cash, etc. Parce qu'une tournée comme j'ai fait, c'est à peu près 100 000 €, je pense, en moyenne. Donc, on est à perte sur la première tournée, c'est le but. Et après, tu t'investis sur des plus grosses salles, ce qu'on va faire en 2024 et 2025. Et là, tu commences à rentabiliser et pouvoir gagner aussi de l'argent avec ça. C'est cool. Et puis là, un élément incroyable, c'est que j'ai un régisseur qui me suit sur toutes les dates, qui est une personne que j'adore, qui s'appelle Mathis. Et sans lui, le spectacle n'existe pas, en vrai. C'est quoi le job d'un régisseur pour ceux qui... Alors, un régisseur de base, ça peut être régisseur son ou lumière. Sur les gros spectacles, ils sont 2. C'est celui qui va gérer toutes les lumières ou tout le son, ou des fois les 2. Mathis fait les 2, là, vu que c'était encore des petites salles. Et en vrai, sur une tournée comme la mienne, c'est un peu ton meilleur acolyte. C'est un peu le mec qui te suit partout. Il se trimballe la valise de spectacle qui est énorme avec tout le matos. Et il est partout. Quand il y a un problème, c'est lui qui intervient. Quand il manque des choses sur scène, c'est lui qui va les chercher. Quand j'ai un coup de mou, c'est lui qui vient voir dans ma chambre en me disant « Mec, let's go ». Et en fait, il s'occupe de moi, je pense, et du spectacle. Et en vrai, heureusement qu'on s'entend trop bien. Parce que sans ça, on n'aurait pas pu autant matcher. Et le spectacle serait pas aussi bien. Donc lui, il fait un taf monstrueux qui est en vrai sous-estimé. Parce que quand tu vois l'artiste, tu te dis « Ah, c'est lui, il a son équipe ». Là, en vrai, sur le spectacle, c'est Mathis et moi. Et c'est lui qui le porte aussi parce qu'il est à fond sur toutes les dates, il se rend dispo. Et j'ai trop de chance d'être avec lui, tu vois. Tu fais bien aussi de dire que sur la première tournée, par exemple, vous êtes potentiellement à perte, ou peut-être c'est une data sûre et vérifiée que vous êtes à perte sur la première tournée. Ah oui, c'est sûr et vérifié, ouais. Ok. Et du coup, il y a une dimension long terme, tu vois, c'est un jeu de long terme. Quand tu crées une carrière, quand tu crées un projet, quand tu crées une boîte, quand tu crées n'importe quoi, hein, même si tu es juste passionné et que tu veux être le meilleur pianiste du monde, par exemple, c'est pas dès la première année ou dès les 2-3 premières années que tout de suite ça va marcher. Que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue audience visibilité ou que ce soit d'autres choses. Il peut y avoir des coups de pouce comme une bonne rencontre ou comme un bon timing sur un réseau social pour que l'algorithme te fasse exploser ou autre. On va en parler aussi de ta présence sur les réseaux qui a fait aussi un avant-après. Mais il y a toujours une chose, c'est du travail de la persévérance.
Ouais. Et c'est ce qui fait que derrière, ça continue et que l'année prochaine, tu rempliras des salles encore plus grandes, et l'année d'après encore plus grandes. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Mais ouais, c'est hyper important pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, de relativiser là-dessus et de transposer en fait ce que toi, tu as pu mettre en place dans ta vie à leur quotidien et leur projet au travers de ça. Ouais. Carrément. Et en plus, c'est vrai que tu te dis pas, quand tu vois une tournée comme celle que j'ai fait, ils sont à perte de potentiellement 40 000 €, tu vois. Tu te dis pas ça parce que tu te dis qu'ils ont rempli toutes leurs salles, on a quasiment fait complet partout. Mais c'est ça, le but c'est de jouer long terme. Donc Ouais. en fait, on va aller chercher des salles plus grosses l'année prochaine, peut-être même se faire acheter les spectacles, c'est ça la stratégie. C'est qu'après, il y a des centres culturels qui t'achètent parce qu'ils kiffent le show. Et comme ça, ils font plus de com, toi aussi, tu les aides à remplir. Et tu as moins de frais, t'arrêtes de payer tout à l'avance et t'endetter sur ça. Ouais. Et tu prends un risque aussi, forcément, tu vois. Mais c'est cool d'avoir ce truc de se dire, je prends le risque, mais je vise long terme, je crois en moi. Et puis tu joues sur le seul facteur que tu as, qui est le travail. Tu as le talent et la chance, mais tu les maîtrises pas. Et ils sont plus ou moins forts, mais si tu multiplies ça par 0, tu auras 0. Par contre, si tu multiplies un tout petit peu par 10 parce que tu travailles comme un acharné, t'augmentes tes chances. Après, ça veut pas dire que tu y arriveras, tu vois, mais je pense que t'augmentes beaucoup tes chances en travaillant beaucoup. Complètement. Aujourd'hui, avec tes différentes activités, que ce soit le spectacle, les réseaux sociaux, etc., tu arrives à vivre de cette activité, de cette passion? Ouais, carrément. Ça fait Et combien de temps? Là que j'en vis, ça doit faire 1 an et demi que j'en vis bien, que je peux avoir mon appart et que je vis. Et avant ça, ce qui est marrant, c'est que j'avais 1 million d'abonnés sur TikTok. Et moi, je me dis, cool, j'ai 1 million, je touche 200 € par mois. Et ça, c'est quand même un délire. Et je pense qu'en entrepreneuriat, vous êtes bien conscient de ça, que les abonnés ne sont pas du tout Ouais. proportionnels à l'argent. Mais dans le grand public, en vrai, les gens se disent, le mec a 1 million, il doit être tellement riche. Ouais, c'est vrai. Que dalle, gars. Sur TikTok, au début, tu touchais rien. Il n'y avait pas de monétisation, les partenariats, personne venait. Et moi, j'avais que TikTok au début. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de faire de l'argent. Après, j'ai eu le livre, donc j'ai commencé à vendre mes propres produits, même si c'est une maison d'édition, donc tu fais pas ça pour gagner de l'argent. Et puis après, j'ai les spectacles, et puis j'ai les droits d'auteur, et puis j'ai les partenariats, et puis les revenus de TikTok et YouTube. Et en fait, du coup, en cumulant tout ça, j'arrive bien à en vivre. Mais si tu prends un peu chaque partie, bah, je gagne pas tant, tu vois. Par exemple, qu'avec les revenus TikTok, YouTube, uniquement de ce que l'aglo nous paye avec les vues, je dois être à, tu vois, 2000, 2500 par mois maximum, ce qui est pas beaucoup. Ouais. Mais quand tu cumules au partenariat, plus au droit d'auteur YouTube, plus au droit d'auteur du spectacle, plus au salaire du spectacle, plus à la coprod du spectacle, avec tout ça, t'en vis très franchement bien, tu vois. Et puis tu peux réinvestir après sur d'autres projets. Complètement, et tu dis 2000, 2500 € par mois, pour donner du contexte, c'est du chiffre d'affaires. Oui, bien sûr, oui. Tu vois. C'est pas, je suis pas en net à me garder ça dans ma poche. Voilà, donc c'est Ouais. ta société qui facture ça à YouTube ou à TikTok, qui encaisse ça, mais c'est Exactement. pas directement dans ta J'ai poche pas un du salaire de revenu, 2500 par mois. Ouais, non, Derrière, il non. faut payer des impôts, il faut payer de la TVA, il faut payer plein de choses. Il faut payer tous les monteurs de toutes les vidéos que tu fais. Donc Ouais. en fait, il te reste 500 € net si t'es content après. Sur ce truc-là, quoi. Ouais, complètement. C'est bien de le mettre en lumière aussi parce que, tu vois, le fait que tu te dises, les gens pensent que tu es millionnaire quand tu as 1 million d'abonnés, et d'une part, et d'autre part, le fait du parallèle où je connais des gens, tu vois, qui ont 2000 abonnés et qui vont faire 100 000 € par mois. Carrément. J'en connais d'autres qui ont 6 millions d'abonnés Ouais. et qui vont difficilement gagner ne serait-ce que 5 000 € net par mois dans leur poche. Donc, c'est clair, et heureusement d'ailleurs qu'après on peut cumuler différentes choses, qu'on peut avoir un impact Carrément. ou qu'on peut se remettre en question à certains moments, puis trouver sa voie pour pouvoir monétiser au mieux son audience, sa visibilité. Ouais, carrément. Ouais. Nous, on se tape bien des barres parce que ma copine a 3000 abonnés sur Insta. Ouais. Et on a le même ordre de grandeur de CA, en vrai. Et c'est assez marrant de se dire que vraiment, j'ai 100 fois, 1000 fois plus peut-être d'abonnés qu'elle, et on touche autant. Et ça, c'est fou. Voire même, je pense qu'elle touche un peu plus que moi. C'est bien que tu le mettes en lumière. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait par curiosité? Elle est coach. Ok, Coach, on Trop pourra bien. en parler en off après si tu veux. avec plaisir. Est-ce que tu la connais en plus? Peut-être, C'est possible, hein. on verra. C'est drôle. Tu me feras deviner son prénom. Ouais, avec plaisir. C'est drôle. Rappelons-le quand même, donc tu cumules justement 3 millions d'abonnés en tout, plus ou moins, sur tes plateformes. Comment ça s'est passé? À quel rythme, justement? Parce que, tu vois, il y a eu cette vague, finalement, TikTok, où c'est pas magique, ça demande du travail, ça demande beaucoup d'implication, ça demande de la régularité, de la persévérance, ça demande aussi du talent, que ce soit en termes de fond, mais aussi de forme. Et c'est pas rien d'être créateur du contenu. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, bon, c'est bon, ils ont fait du contenu, c'est d'influenceurs sur TikTok, machin. Non, il y a vraiment une vraie expertise, un vrai travail. Comment ça s'est passé? En quoi ta présence en ligne, elle a influencé du coup ta carrière, le regard également du public? Tu vois, je te disais tout à l'heure, hier, je parlais avec l'équipe, on faisait la liste encore des invités qui nous restaient. Tu en faisais partie, tout. Ah ouais, je le vois, je le suis sur les réseaux et tout, machin, c'est cool, j'adore son énergie. Donc, tu vois, tu as un impact aussi. Comment tu as vécu ça et comment ça s'est passé ces dernières années au fur et à mesure du temps? Je vais être hyper transparent. J'ai pas eu de mal à fonctionner sur les réseaux.
C'est-à-dire qu'au tout début, j'ai posté ma première vidéo, elle a dû faire 4000 vues. Moi, j'étais comme un ouf, c'était 30 commentaires. J'ai posté ma deuxième, 100 000 vues. J'ai posté une troisième, 100 000 vues encore. J'en ai posté 4-5, 1 million de vues. J'ai pris 100 000 abonnés en une semaine sur TikTok. Waouh. Et j'ai Dès fait le ça lancement. dès le lancement, en fait, dès les premières vidéos. Et en fait, c'est parce que j'apportais un truc qui n'existait pas sur TikTok, c'est du mentalisme. Mais le mentalisme, on sait que ça fonctionne. Fabien Licard a explosé YouTube avec ça. À la télé, ça fonctionnait déjà. Donc, je suis juste arrivé sur une nouvelle plateforme au moment du confinement où personne n'était là et que les créateurs qui postaient ont tous fonctionné quasiment à ce moment-là. Ouais. Donc, j'ai eu bon timing. Je pense que j'ai une bonne tête pour la vidéo. Plus, j'ai une proposition qui est intéressante. Et ça a pété très, très vite. Ok. La diff que j'ai fait, qui est d'ailleurs intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont démarré en même temps que moi et qui ont arrêté de poster. Pour plein de raisons, ils sont partis sur d'autres projets, ou ils en ont eu marre, ou ils ont eu la flemme. Et en fait, tous les potes créateurs qui ont continué à commencer en même temps que moi ou avant, et qui ont continué de poster autant qu'on a posté, on a tous fonctionné, on fonctionne tous encore aujourd'hui, quasiment. Je crois que j'ai pas d'exemple. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Dali, notamment. Dali, il a commencé un tout petit peu après moi, et je le voyais, il postait, il a jamais arrêté, et on n'a jamais arrêté en parallèle, et j'ai plein de potes qui faisaient ça. Moi, j'ai dû poster 500 vidéos en 2 ans, tu vois, de 3 ans. Et Dali, un peu pareil, même peut-être plus encore, et c'est un gros travailleur des formats courts à un moment donné. Et en fait, on a juste monté progressivement, mais réciproquement à la charge de travail qu'on avait. On a eu un facteur chance qui était de démarrer pendant le Covid. Et après ça, on a capitalisé dessus en travaillant à fond, tu vois. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand tu contrôles pas la chance et le talent, mais que tu martèles avec le travail, tu augmentes tes chances d'y arriver. Mais par contre, j'ai eu la chance de pas avoir une galère au début. Il y a des gens qui vont poster 100 vidéos et jamais faire de vues. Moi, j'ai eu la chance de poster 2, 3, 4 vidéos et de commencer déjà à fonctionner. Complètement. Donc ça, au début, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Tu parlais de Dali, justement. Ouais. Dali, avec qui on a fait un épisode audio, d'ailleurs, sur le podcast du Déclic. Sachez, celles et ceux qui nous découvrent uniquement sur YouTube, on a aussi les épisodes audio. En tout, c'est 170 épisodes, peut-être même plus au moment où on sort celui-ci, qui sont présents avec 170 personnes qui ont des parcours extraordinaires. Je vous invite à écouter cet épisode également. Tu m'as tendu une perche, j'avais envie. Prends-la, n'hésite pas, non, c'est très bien. Dans la création de contenu, tu dis que tout de suite, tu as explosé. Selon toi, qu'est-ce qui fait que rapidement tu as explosé ? Il y a certes le fait que tu viens combler un trou dans la raquette de ce réseau social qui est notamment le mentalisme. Ça intrigue les gens en plus, c'est du contenu divertissant. J'ai une question sur le côté divertissant et éducatif que tu arrives à lier très bien juste après. Il y a aussi, on l'évoquait tout à l'heure, un élément différenciant que tu avais, notamment par exemple le petit bandeau rose, qu'aujourd'hui tu n'as pas mis et que de moins en moins tu mets pour des raisons que tu m'as expliquées tout à l'heure. Tu peux les expliquer si tu veux, mais outre ces points-là, est-ce qu'il y a d'autres raisons selon toi qui ont fait que tu as explosé ? Et surtout, 2 questions en une finalement, c'est est-ce que tu penses qu'il est trop tard aujourd'hui pour réussir à exploser autant ou en tout cas dans une belle dimension sur des réseaux comme TikTok ou Instagram ou même YouTube ? Pour moi, YouTube, par exemple, je trouve que c'est un réseau qui est assez compliqué à maîtriser, à exploser en partant de zéro. TikTok, ça peut être encore un bon tremplin, mais tu connais bien mieux ce réseau que moi. Bah, déjà, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que je savais déjà un peu faire des vidéos avant. Parce que je viens de m'en rappeler là en t'en parlant, j'ai tryhard YouTube avant. Format long. Quand on a parlé, ça m'a fait penser à ça et j'ai fait 0 vue en vrai. J'ai fait, je pense que j'étais autour de 200 vues par vidéo, j'en ai fait une vingtaine et des vidéos longues. Donc vraiment, je me suis donné sur le montage, 15-20 heures de montage pendant 20 fois. J'ai peut-être une vidéo qui a dû faire 10 000 vues et sinon vraiment ça marchait pas. Et je devais avoir 1000 ou 2000 abonnés, tu vois. Et à côté, j'avais TikTok en même temps qui fonctionnait extrêmement bien, un peu après parce que j'ai commencé par les vidéos YouTube et je faisais en parallèle des vidéos TikTok et YouTube. Et YouTube, ça prenait pas. Et du coup, j'avais quand même la chance de savoir monter des vidéos, de savoir en produire et de monter rapidement parce que 15 heures de montage, il faut quand même y aller pour essayer de pas passer 30 heures sur un montage. Donc les TikTok, je pouvais en produire pas mal. Donc ça m'a aidé pour produire. Et je savais déjà un peu être à l'aise devant la caméra. Ça, c'est pratique. Et pour ce qui est de l'essor des formats, je pense que TikTok, c'est compliqué en ce moment pour prendre des abonnés. Moi, je prends moins d'abonnés qu'avant. À un moment donné, c'était vraiment la ruée vers les abonnés. C'était un délire. Et il y a toujours des créateurs qui fonctionnent. Il y en a qui démarrent, qui prennent 300 000 abonnés. Il y a un gars qui a fait ça là, en une semaine. Il y a un mec qui a pris 1 million en un mois là, récemment aussi. Il raccourcit des vidéos trop longues de gens qui parlent. Et il fait genre, il cut et il dit bon, ça c'était ça. Vous avez gagné 2 minutes. Et le mec a explosé avec ce format, ce qui est très malin. Donc c'est encore possible. Par contre, il faut vraiment trouver un format cool, marrant, qui se démarque. Et il faut toujours, encore une fois, y aller à fond. Mais c'est quand même plus dur qu'il y a 2 ans, je pense. Là où c'est par contre très très intéressant, c'est YouTube Short. YouTube Short, vraiment, en ce moment, c'est encore l'essor. On le voit avec Thibaut InShape qui fait 100 000 abonnés par semaine, un truc comme ça. C'est incroyable. Un délire. Même 1 milliard de vues par mois. 1 million d'abonnés en un mois et demi. 4 millions en 6 mois, là. C'est incroyable. C'est un délire. Et donc, les shorts, en vrai, moi, c'est ça qui a fait que mes vidéos longues d'avant ont fonctionné. En fait, j'ai commencé à poster des shorts quand c'est arrivé. Et toutes les vidéos longues que j'avais fait avant, elles ont toutes tapé 100 000 vues. Elles sont toutes montées d'un coup. Donc, déjà, il y a un truc de tout le travail que tu fais avant n'est pas là pour rien. Ça, c'est stylé.
Et aussi, en vrai, les shorts, ça aide beaucoup, les formats courts, ça a vraiment. Et pareil pour Instagram. J'avais 1,5 million sur TikTok, 10 000 sur Instagram. Et il y a une espèce de contraste, et tu te dis, c'est chiant, parce que du coup, même les abonnés TikTok ne veulent pas venir sur Instagram. Il y a un truc où. Il y a un manque de crédibilité avec TikTok. Et que tu récupères avec d'autres réseaux. Et en vrai, maintenant, même les producteurs, quand ils voient 200 000 abonnés sur Instagram, ils se disent, OK, stylé. Ils voient 2 millions sur TikTok, ils font. Tu vois. Et pareil avec YouTube, tu vois 1 million YouTube, tu fais waouh. Tu vois 1 million TikTok, tu fais bon. Et ça c'est intéressant comme. Mais donc, je pense qu'il n'est pas trop tard, mais il faut vraiment trouver un bon angle. Tu mets vraiment en lumière aussi le point qui est un point qui est clé selon moi. Un abonné TikTok n'égale pas un abonné Insta, n'égale pas un abonné YouTube non plus. Il y a des réseaux qui ont plus de valeur, entre guillemets, en termes d'engagement, en termes d'interaction, en termes de fidélisation aussi. Tu parlais des shorts, où il y a encore un beau potentiel. Prenons notre cas, on a pris la décision justement il y a de ça quelques semaines, quelques mois, d'arrêter les shorts, parce qu'on avait peur que ça vienne diminuer la traction sur les vidéos longues. Puis au final, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun lien, ou quasi aucun lien. Ils ont séparé officiellement les algorithmes. D'accord. Les deux sont officiellement. Au début, par contre, non. Au début, ça foutait le bordel. D'accord. Thibaut InShape s'est bien fait douiller avec ça au début parce qu'il postait des vidéos longues et des shorts. Ah, donc peut-être qu'on a bien fait de le mettre de côté. Ouais, ça dépend encore, mais il y a une période au tout début, quand c'est sorti, les deux s'entremêlaient. C'était super chiant. Et là, ils ont dit YouTube, on a arrêté, c'est deux algos différents. Donc là, si tu peux reposter, ça n'a aucun impact. Au moment où on se parle, ça fait une semaine, je crois, qu'on reposte. Ah, bien. Donc on a pris la bonne décision ? Ouais, carrément. Magnifique. Ouais, bon timing. Parfait, bon timing. Continuons comme ça. Il y a un sujet aussi qui est hyper intéressant, c'est que dans tes vidéos, c'est pas juste des vidéos qui viennent mettre en lumière le mentalisme ou autre. Il y a une dimension, certes, divertissante, qui fait que ça explose, qui fait que tu es très mainstream et qui fait que tu as un public très large que tu peux toucher, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, en particulier du coup TikTok au niveau de l'impact et de la visibilité. Mais il y a aussi une dimension éducative. C'est-à-dire que dans chacune de tes vidéos, tu vas apporter de la valeur. Et dans mon cas, dans notre cas, lorsque l'on crée un épisode comme celui-ci, par exemple, au travers du déclic, ou d'autres types de contenus, comme j'en faisais notamment à l'époque, le but primaire, c'est apporter un maximum de valeur, c'est éduquer les gens, c'est créer des déclics, c'est leur partager des stratégies, des méthodes, des tactiques pour pouvoir avancer dans leur vie, ou en l'occurrence ici, avancer aussi dans leur business. Et il y a un vrai tiraillement lorsque tu es créateur de contenu comme moi, où tu as envie de t'adresser à un public qualifié, premier point, mais deuxième point, tu as quand même envie d'utiliser les bons codes du divertissement pour pouvoir faire un scroll stopper, pour pouvoir attirer l'attention tout de suite, pour pouvoir avoir un bon CTR, donc le taux de clic justement sur le nombre d'impressions qui est présent sur une miniature et sur un titre, pour pouvoir tout de suite catcher l'attention dès lors que la personne va cliquer sur ta vidéo et puis faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps possible et qu'elle va créer de l'interaction, s'abonner, avoir la cloche, etc. etc. Dans ton cas, pour les personnes qui veulent créer du contenu, aussi à titre éducatif, tout en étant dans une thématique divertissante et en apportant vraiment de la valeur quand même, quel conseil tu donnerais, sachant que tu es multiplateforme aujourd'hui ? Donc tu maîtrises et tu te dois de maîtriser du coup chacune des plateformes avec chacune leurs enjeux. On ne va pas créer le même contenu sur TikTok que sur d'autres plateformes, par exemple. Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue qui, au quotidien, du coup, le côtoie. En fait, je pense qu'il faut se remettre en tête que YouTube, en tout cas pour moi, c'est du divertissement, en vrai. Il y a très peu de gens qui viennent sur YouTube pour s'éduquer. À part ceux qui vont écouter des podcasts comme Andrew Huberman, peut-être comme le tien aussi. Mais la majorité des utilisateurs, c'est vraiment je veux poser mon cerveau, ou je veux me taper des barres, ou je veux apprendre des choses mais sans trop me faire chier, tu vois. Ou je veux reconnaître des gens que j'aime bien. Enfin, il y a un peu un côté amical à YouTube et tu vas pas là pour tryhard les apprentissages. Du coup, moi, je garde ça en tête et c'est pour ça que je force sur les montages stylés, sympas, avec des animations, tout est fluide, tout est agréable. Et donc, moi, je garde en tête de me dire tout ce que je transmets, ça doit quand même être à but de divertissement. Quand je donne une information, toujours ramener sur un truc marrant, ou alors laisser une petite pépite en fin de vidéo, un truc où les gens ils peuvent tester après, ou se dire « Ah, trop bien, je vais pouvoir essayer », ou « Ah, ça marche vraiment ». Un truc qui fasse un petit truc dans leur tête de « Ok, stylé, je viens d'avoir un truc satisfait », ils passent à la vidéo d'après, mais ils sont satisfaits d'avoir vu celle-là. Donc sur les formats courts, c'est ça. Sur YouTube, format long, c'est pareil, mais tu peux te permettre de donner un peu plus de valeur, parce que tu as quand même pas mal de vidéos quand même éducatives, tu as des chaînes qui ont plusieurs millions d'abonnés en France ou aux États-Unis, qui sont purement éducatives, un peu comme Jamy, tu vois, il pourrait le faire. Et puis après, tu as des formats vraiment dédiés à l'apprentissage, genre les livres. Il faut quand même garder un côté didactique, mais tu peux y aller fort dans le côté apprentissage. Et c'est ce que je veux faire dans mon prochain livre surtout. Le premier livre, c'était déjà ça, mais il était déjà un peu plus... c'était un peu 10 étapes, tu vois, donc c'était quand même assez agréable à lire. Le prochain sera agréable, j'espère, tu vois, mais c'est surtout... il y a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'apprentissage concret. Et il y a un peu ce truc de... Tu peux faire ce que tu veux sur les plateformes, mais si t'es pas adapté à la plateforme, ça marchera pas. T'as beau vouloir mettre ce que tu veux, si tu veux vraiment dire, moi, je veux juste faire ça,
le droit de faire ce que tu veux, mais si ça marche pas, c'est peut-être parce que tu n'es pas adapté à la plateforme. Il faut trouver l'angle entre ce que tu veux faire et ce que la plateforme veut. Est-ce que tu penses que c'est ce qui s'est passé lorsque tu faisais tes 20 vidéos sur YouTube, tu passais 15-20 heures par montage, par vidéo, que tu les as publiées et qui faisaient aucune vue? Je pense qu'il y a un double truc. Il y a ce truc de déjà qui est ce mec pour me donner des conseils. Peut-être il est marrant, mais quelle est sa valeur, quoi, entre guillemets, d'où il sort. Quand tu as 2 millions sur TikTok, peut-être que les gens qui étaient TikTok, ils m'ont vu sur YouTube, ils se sont dit ah mais si, c'est le mec qui est connu sur TikTok, ce qu'il dit c'est sérieux. Je pense qu'il y a un peu ça. J'avais pas de preuve sociale. Et puis il y a aussi l'autre côté de bah tu fais des vidéos sur un sujet très précis, très lourd en vrai sur YouTube et pas forcément adapté. Elles ont marché plus tard, mais elles n'ont pas non plus énormément marché. Comparé aux vidéos que je fais actuellement, format long, qui marchent beaucoup mieux, qui sont plus adaptées, je pense, à YouTube. Donc ouais, je pense que j'étais pas non plus bien axé. Tu fais un vrai lien direct entre le nombre d'abonnés et la légitimité que quelqu'un pourrait avoir. Est-ce que tu penses que c'est réel ou est-ce que tu penses que finalement, quelqu'un qui a peu d'abonnés pourrait aussi donner des conseils de qualité? Ah, carrément. Je pense que les abonnés, ça donne pas tant d'infos que ça, sauf dans la tête des gens et des jeunes surtout. Ouais. D'où TikTok. Moi, je vois bien la réaction des jeunes dans la rue, c'est « Ah, c'est le mec de TikTok, il a 2 millions, c'est incroyable !» Les darons, c'est pas c'est le mec de TikTok. C'est un gars qui fait parfois des petits passages radio, où il a écrit un livre, où il fait des vidéos YouTube à la limite, tu vois. Donc ouais, ça donne une légitimité et c'est ça qui est cool de taper dans tous les canaux. C'est que si tu fais de la télé, de la radio, du YouTube, du TikTok, toutes les générations, elles se disent que tu as une crédibilité. Et après, tu as le secteur entrepreneurial, où des gens comme toi, mais c'est quand même une bonne communauté en vrai, mais il y a des gens qui ont beaucoup moins de communauté que ce que tu pourrais avoir et qui sont que entrepreneurs et qui sont très reconnus dans le milieu parce qu'ils sont très chauds. Mais ça, souvent, c'est peut-être lié aussi au chiffre d'affaires. Il y a peut-être un truc de ce mec a fait des millions, il sait ce qu'il dit. Et c'est vrai, en vrai, il y a des chances qu'il balance moins de conneries qu'un mec qui n'a pas démarré son business. Donc je pense qu'il y a une légitimité à choper avec les abonnés. Est-ce qu'elle est vraiment universelle? Je suis pas sûr. Il y a aussi une notion de cohérence dans ton positionnement et ton branding. On parlait tout à l'heure du bandeau rose que tu as enlevé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut paraître anodin, mais finalement, il y a un vrai sens à ça. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qui a fait prendre cette décision? Au tout début, je pense que ça m'aide beaucoup. Parce que les gens de TikTok qui voient sur ma tête, ils se disent qui est ce mec qui met un bandeau à la rose, il est un peu marrant, il fait des trucs de ouf avec son autre cerveau. Trop bien. Et puis quand ils me revoient, ils se souviennent de moi. Moi, j'avais peur d'être oublié. Parce que je me suis dit, TikTok, ils scrollent, ils me voient, ils like et ils repartent. Et donc le bandana, je pense que ça m'aidait vraiment. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais une tête facilement reconnaissable, quand même. Et puis que, en vrai, les gens qui ont vu ma tête avec le bandeau et sans le bandeau, ils reconnaissent quand même que c'est moi. Je pense pas qu'ils zappent d'une personne à l'autre. Et surtout, quand j'ai fait des passages télé, le premier passage télé que j'ai fait, c'était en Belgique. Je suis pas venu avec le bandana. J'ai hésité, il était dans mon sac et je me suis dit, je le mets pas. Parce que crédibilité, tu vois. En vrai, t'es avec un bandeau rose, je pense que tous les plus de 30 ans, ils se disent qui est ce guignol en déguisement, tu vois. Il y a un peu ça. Donc je pense que vu que je l'assumais pas, si j'avais assumé pleinement, je pense que j'y serais allé. Mais vu que je me sentais un peu déguisé, je me suis dit que c'était un signe qu'il fallait que j'enlève. Ouais. Il y a de ça 2 ans, 2 ans et demi, tu faisais ta première scène, justement. Ouais. Tu démarrais. Il y a de ça 3 ans, 4 ans, tu découvrais aussi tout ça. Est-ce que tu aurais imaginé là où tu en es aujourd'hui? Oui et non. Je pense aussi rapidement, non. Pas du tout. En fait, tous les ans, tu sais, je m'envoie des mails à moi-même pour l'année prochaine. Un mail de moi de cette année, j'en suis où, comment je me ressens, où est-ce que tu penses que je serai l'année prochaine, et je me parle à moi-même comme si c'était un mec qui venait toquer à la porte. Hey, tous les ans? Ouais, tous les ans, ça fait 4 ans que je fais ça maintenant. Ok. Et c'est très marrant comme process, parce que quand tu le lis, tu dis « Waouh, j'étais si peu capable de prédire ce que j'allais faire ». Et en même temps, c'est trop agréable de voir où t'en étais, qu'est-ce que t'avais en tête, qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là. Et le fait de faire ça, ça me fait me rendre compte que je progresse plus vite que ce que je pense, en tout cas pour l'instant, c'est cool. Et tous les ans, à chaque fois, j'écris dans ces mails-là un truc similaire du style « Bah mec, je sais pas comment tu vas faire mieux que cette année, parce qu'elle était trop cool. Bon courage, un truc comme ça, tu vois. » Et je sais qu'à chaque fois, je l'écris sincèrement. Et à chaque fois, je fais un peu mieux que ce que j'avais prévu. Ou différemment. Et c'est trop cool. Et c'est souvent lié au pro. En vrai, je me dis, est-ce que tu sortiras un livre l'année prochaine? Bah en vrai, oui, il est sorti, t'as fait tant de ventes, c'est trop bien. J'espère que tu sortiras un deuxième livre d'ici 5 ans. Et en fait, le deuxième sort dans 2 mois. Et c'est plein de projets que j'ai en tête et que je me dis, je vais les faire dans 2, 3 ans, 5 ans. Et je projette mal, je pense. Mais du coup, je sais plus exactement ce que c'était ta question. Mais je progresse plus vite que ce que je pense. Ouais. Mais je pense que c'est surtout parce que je planifie un peu à la hausse. Je me dis, dans 5 ans, je ferai un spectacle. En vrai, dans 5 ans, je pense que j'aurais fait peut-être un deuxième spectacle. Ok. Et justement, c'est en complément de ma question initiale. Tu as très vite évolué. Tu te vois où, justement, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? C'est quoi le contenu de l'email que tu t'es envoyé ce début d'année pour l'année prochaine, par exemple? Pour l'année prochaine, je me suis souhaité de refaire la même chose que ce que je fais là, mais à grande échelle, on va dire encore plus gros. Donc faire des spectacles
Là, mon but, c'est vraiment de taper dans les 500 places et que fin 2025, début 2026, on fasse des 1000, 1002, 1005, tu vois. Et de sortir, je pense, un 3e livre, parce que là, le 2e est déjà en vrai sorti officiellement. Donc, je pense que c'était vraiment faire ce que je fais là à grande échelle. Et par contre, dans 5 ans, quand j'ai commencé, j'étais très clair dans ma vision et maintenant, je sais pas du tout où j'en serai. Toi, tu arrives à te planifier dans 5 ans? Sur 3 ans, ouais. Sur 3 ans, ouais. 5 ans, j'ai de la peine. Ouais. Peut-être parce que ça va très vite. Peut-être parce qu'il y a 5 ans, j'aurais jamais imaginé en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai conscience du fait que les choses peuvent évoluer très rapidement aussi. Donc, ouais. Ouais, carrément. Ah, donc 5 ans, j'en ai aucune idée. Merci pour cet échange. C'était hyper intéressant, super instructif aussi. J'avoue que je reste bloqué sur Amine. sur Amine. Ça m'a bluffé, vraiment sincèrement. J'ai une dernière question pour toi, mais avant ça, j'invite tous celles et ceux qui nous ont écoutés à penser à un prénom. Non, je rigole. à nous dire en commentaire, j'allais dire le prénom auquel. Le prénom auquel il pense. Voilà. Plus sérieusement, si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir comme d'habitude avec les 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Également en nous le disant dans les commentaires directement sous la vidéo, likant cette vidéo, en la partageant, en partageant l'audio aussi. On mettra tes liens, notamment du prochain livre et autres. Et j'invite celles et ceux qui veulent faire la même chose que ce que tu as pu faire à aller voir ça et te suivre sur tes réseaux. C'était vraiment super intéressant. Merci pour ça. J'ai une dernière question que je pose à chacun de nos invités. Est-ce que tu peux nous partager un déclic qui a fait toute la différence, qui a littéralement créé, je dirais, une transformation identitaire chez toi, que tu n'as pas partagé dans le cadre de cette discussion, que peut-être tu n'as jamais partagé à ton audience ou dans le cadre d'un échange ou d'une interview? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une situation, ça peut être une citation, ça peut être quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Ok. Je terminerai par une phrase que toi, tu as dit dans l'interview qu'on a fait ensemble et dans le podcast, qui est « La vie est un jeu ». Et cette phrase-là, la première fois que je l'ai entendue, c'est mon pote Alexis en école d'ingénieur qui me la disait tout le temps parce qu'il sait que ça m'impactait. Et la première fois qu'il me l'a dit, je me suis dit, mec, c'est tellement vrai qu'il faut jamais que j'oublie ce truc-là. Et la vie, c'est vraiment un jeu, puisqu'à la fin, de toute façon, peu importe ce que tu feras, ça va se terminer. Fin du jeu, tu auras terminé le jeu et tout ce qui compte, c'est juste ce que tu auras aimé faire pendant le truc, mais ça n'a pas tellement d'importance. C'est quand tu relativises, si tu exagères, tu sors de la planète et tu te dis, on est tout petit. Enfin, c'est le truc un peu cliché, mais c'est ça de se dire juste que c'est un jeu. Donc venez, on s'amuse. En vrai. Et peu importe ce qui se passe. Merci Charlie. Avec plaisir. Merci pour l'invitation.